Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 318 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est le 10e numéro de la syllabe, notre classement, le top 100 des joueurs NBA de 2024, top 100 participatif avec aujourd'hui Simon de Inside Basket et du podcast Inside the Hoop. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour un nouveau numéro de notre top 100, la syllabe top 100 des joueurs NBA 2024, avec quelqu'un qui est déjà venu ici, que vous connaissez, quelqu'un qui commence à se dire que son jeu M ressemble de plus en plus à la version Danny Ainge de Boston, c'est-à-dire on est sur tous les coups des superstars mais on fait jamais le trade. C'est Simon, comment ça va Simon ? Salut, ça allait bien jusqu'à il y a 10 secondes, mais effectivement. Non, c'est un peu vrai quand même, non ? Ah ouais, c'est ça qui est triste, c'est vrai. Je sais plus qui c'est qui a dit Jimmy Butler, il va faire la tête quand il va voir que tout l'argent de sa prolongation, ils l'ont foutu dans le panneau, tu sais, le jumbotron au milieu de l'arène, là. Ils ont changé ça cet été. Alors c'est vrai qu'on s'était parlé cet été pour les bilans 2024 du 8. Ouais. Pardon, excusez-moi, Simon, fan du 8 et de Miami Heat France notamment, c'est pour ça que je fais ça. Ouais. Mais on avait parlé de ça et dit ouais bon finalement la prolongation ça tarde mais ça va venir. Le niveau d'inquiétude il en est où là ? On est le 25 septembre. Non mais je suis pas du tout inquiet par rapport à ça en fait. Ok. En fait c'est parce qu'ils lui ont demandé de jouer plus dans la saison régulière. Et ils lui ont dit si tu veux ta thune on te la donne mais faut que tu sois là pour jouer quoi. Et l'année dernière c'était une frustration de la part du front office pour dire ok Jimmy mais il faut que tu sois là quand on a besoin de toi et t'étais pas assez là quand on avait besoin de toi l'année dernière. Tu penses que là ils attendent qu'il fasse 40 matchs d'affilée et puis ils lui donnent ? Ouais peut-être. En fait je pense que vraiment ils ont besoin de non pas qu'ils ont pas confiance en lui, pas du tout, mais si tu veux ta thune faut que tu la mérites, surtout cette quantité de thune là quoi. Parce que là c'est une prolongation max quoi. Et alors, c'est quoi votre prochain dossier Danny Ainge, du coup ? C'est qui la superstar sur laquelle vous allez être et qui va vous passer entre les doigts prochainement ? Il y a toujours Donovan Mitchell un peu dans les rumeurs tout le temps. C'est vrai. Mais bon, je sais pas, tu vois, genre, moi, là, je suis vraiment dans l'optique de genre, c'est impossible qu'on bouge, on est complètement bloqué. Ou alors, faut partir dans l'idée que Jimmy Butler, c'est peut-être fini et tu reconstruis avec Bam et un plus jeune, quoi. Mais alors, ça, c'est risqué parce que si Bam, ça lui convient pas... il va dire ciao. Giannis peut-être, non ? T'espères Giannis que ça se passe mal à Milwaukee ? T'espères qu'à Phoenix ça se passe mal avec Kevin Durant ou... si possible, concernant Milwaukee, on préférait le poste 1. Mais, Ah oui, c'est vrai. Mais c'est un peu tard. Mais ouais. Bon, on rêve de Giannis, on rêve de Lillard et ça va se finir en Zach LaVine. On connaît l'histoire. Ouais, exactement. C'est exactement ça, ouais. Bon bref, Simon de Miami Heat France notamment, mais aussi Simon de Inside the Hoop, le podcast de Inside Basket, où là on va être côté preview normalement bientôt. Ouais, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas fait de podcast parce que on était au 199, alors on attend de faire le 200 correctement. Mais ouais, après c'est les previews, ouais. Mais on parlera pas de Lance Stephenson. Non, on parlera pas de Lance Stephenson, ça c'est promis. Non, on est en train de discuter, mais ce sera peut-être un quiz géant. On aime bien un peu s'amuser, donc. Ah ouais, pas mal. Bon bref, le top 100, vous connaissez, ouais. Simon, vous connaissez, je rappelle le format tout de même. Enfin, je rappelle le format. Oui, le format, je rappelle pas Simon. Je rappelle le format. On a une playlist de 100 noms que j'ai fait un peu moi de mon côté. On en prend 5 chacun à chaque épisode et on construit le classement petit à petit. On a déjà fait 9 épisodes, donc on a un top 45. Et donc après ce 10e épisode, on aura un top 50. On insère 5 joueurs par 5 joueurs petit à petit. Et donc, belle queue aujourd'hui. On va y arriver. Mais avant ça, est-ce que sur le classement actuel, le top 45, est-ce que tu as des remarques à faire sur ce qu'on a déjà fait ? Ouais, non, on en parlait en off, il y a quasiment rien du tout. Moi, je me questionnais juste sur quelle est la vraie place de Keegan Murray là-dedans. Peut-être que j'ai gardé un trop bon souvenir de sa saison 2022-2023. Ouais. Mais pour moi, il fait partie de ces role players plus qui n'ont pas forcément trop de grosses faiblesses et qui, je sais pas si je peux dire que lui est élite parce que cette année il a un peu déçu au niveau du 3 points notamment. Mais pour moi, c'est aussi dépendant du fait que l'équipe tournait moins bien. Mais pour moi, c'est un joueur qui vraiment est ultra intéressant et tu vois dans le côté Jaden McDaniels, Michael Porter Jr. Moi je le vois quasiment dans ces dossiers-là, quoi. Donc, alors effectivement, après, c'est à quel point tu gères le pack, en fait, de ces joueurs-là. Est-ce que de 27 à 37, c'est pareil? Mais, ouais, moi, c'est vraiment un joueur que j'apprécie, que je trouve
en plus, je trouve qu'il vraiment il a une progression, quoi. Tous les ans, tu vois qu'il apporte quelque chose de plus à son jeu. Et c'est vraiment un joueur que j'apprécie, quoi. Donc actuellement, il est 37 sur 45, si je dis pas de bêtises. Toi, tu le verrais plutôt monter en gamme, parce qu'au-dessus de lui, il y a tout un groupe de créateurs offensifs secondaires, que sont Bogdanovic, Devin Vassell, Mike Conley, McCollum, etc. Toi, tu le verrais non pas être avec les ailiers défensifs de type autour de lui, il y a du Jabari Smith, Kuminga, on a Nesmith, DeAndre Hunter. Tu le verrais plutôt monter dans le chapeau des ailiers un peu au-dessus, Elite, KCP, McDaniels, quoi, grosso modo. Ouais, bah parce qu'en fait, je pense que KCP, c'est peut-être un mec qui fait peut-être un petit peu moins de choses, mais qui est plus fort dans ce qu'il fait. Et alors là, on en vient à l'épisode prologue que tu disais, hein, voilà. Mais ouais, tu vois, par rapport à un Dejounte Murray, je comprends ce que peut apporter Dejounte Murray, mais je trouve que c'est, en tout cas moi, si je construis un collectif, c'est potentiellement moins intéressant. Je préfère avoir ce que peut apporter Keegan Murray, et en fonction de quel superstar t'as à côté, évidemment, hein, bien sûr. Mais ouais, après c'est un joueur, voilà, tu vois, je le ferai passer devant les CJ McCollum, etc., dont je suis pas fan, etc. Donc ouais, voilà, vers les KCP, quoi, tu vois. Donc alors tu n'es pas le premier à en parler, mais j'avoue que moi je suis un peu moins chaud sur. Je trouve que sa défense est cool, mais elle est pas à ce point cool. Je trouve. Okay. Tu vois, c'est pas une telle valeur ajoutée. Je trouve que c'est un profil très polyvalent qui peut faire pas mal de choses, mais tu vois, notamment moi ça me déçoit un peu, ou en tout cas il y a pas de valeur ajoutée sur tout ce qui est défense off-ball. Je trouve qu'on n'a pas un surplus de protection de panier ou de trucs comme ça, couplé un peu au fait que offensivement il fait pas non plus une grande année en termes d'efficacité, et comme je le rappelle, on évalue non pas l'absolu mais un peu la performance 2024, ça rentre un peu en compte. Mais effectivement, Jonathan, on pourrait le monter à terme. Après, c'est toujours la question de, enfin, tu vois, moi, il y a des McDaniels et KCP, ils sont au-dessus de certains créateurs un peu secondaires ou tertiaires, parce qu'ils sont à ce point élite dans un truc. Même si on prend un autre point de repère, qui est Michael Porter Jr., qui est aussi dans cette zone-là, qui est un peu au-dessus. Tu vois, Porter Jr., pour moi, apporte à ce point en attaque. Il y a une vraie plus-value, je trouve, dans ce qu'il apporte. Et tu vois, défensivement, je sais pas si je vais dire une bêtise ou un blasphème, mais je trouve que Keegan Murray, défensivement, il est peut-être plus proche d'un Michael Porter Jr. que d'un KCP, en un sens. Ok. Mais c'est peut-être pondération de chacun, mais je note alors. Je note peut-être qu'il faudrait l'insérer au milieu de ce groupe de créateurs qui est au-dessus de lui, quoi. Mais c'est pour ça que j'ai commencé en disant, parce que à quel point sa belle saison 2022-2023 m'a emprunté, entre guillemets, sur quelle véritable force il a. Tu vois, effectivement, il était un peu moins bon cette année, mais limite, c'est quelque chose où je me dis, c'est un peu une anomalie cette année, ça va revenir. Tu vois, mais effectivement, comme t'as dit, c'est 2023-2024. Et donc, j'arrive pas trop à estimer exactement si c'est une année un peu moins bien, ou si, en fait, peut-être que 2022-2023, il était vraiment tout cliqué parfaitement, quoi, donc. Après, tu me diras, c'est peut-être aussi Porter qui est un peu haut, qu'on a classé récemment. Peut-être qu'il faudrait un peu descendre Porter et monter Keegan Murray et les coller un peu, peu ensemble au milieu, quoi. Ouais, Michael Porter Jr., peut-être. Éventuellement. Je note ça, alors. Je note ça, hop, je le mets en italique dans mon classement pour être sûr que j'y pense. Ok, je vais continuer à récolter les avis. Et de l'autre côté, le haut du classement, est-ce que ça te choque ou pas? Je sais que, alors je peux rappeler le top 5 notamment. On a Giannis en 1, Doncic en 2, SGA en 3, ensuite Kawhi Leonard 4, Durant 5 et Tatum 6. Ça fait un joli top 6, et après on a Booker 7. Mais par rapport à ça, tu vois, on a beaucoup hésité quand on les a classés entre Doncic et Giannis. Et on a aussi beaucoup hésité l'épisode d'avant par rapport à SGA. Où est-ce qu'on met SGA dans tout ça? Est-ce que là-dessus ça te choque, ou tu peux un peu comprendre l'idée de range, de chapeau, quoi? Bah, alors moi, du coup, j'ai pas encore entendu les épisodes où vous débattez de ça. Mais c'est vrai qu'au début, quand tu m'as envoyé le classement, je me suis dit, Giannis en 1 devant Luka. Là, sur les 3 premières secondes, ça m'a surpris. Mais plus j'y pensais, plus je me suis dit, mais en fait, c'est logique, parce que, Giannis, il a quand même une polyvalence. Et limite, cette année, il est passé un peu sous le radar, quoi, parce que, on a eu quelques belles surprises avec SGA, Luka qui a quand même explosé. On a, par exemple, les Wolves qui ont fait une très belle saison. Mais Milwaukee, je veux dire, avec tous les problèmes de coach qu'ils ont eu, le problème de Damian Lillard qui a du mal à s'intégrer, etc. Je veux dire, malgré tout, la saison et le niveau de Giannis, elle est quand même impressionnante. Et moi, j'ai pas de problème à le voir en 1 devant Luka. Pour moi, l'écart, il est pas très important. Mais le plus qu'il apporte, notamment au niveau défensif, me pose pas de souci à le voir devant Luka. Voilà, si ça va compter pour le MVP, quoi. Ouais, t'es content parce que Luka Doncic offensivement c'est stylé, etc. Mais sur un classement comme ça, non, j'ai pas de souci à le voir là. Et SJ en 3, non plus, hein, sincèrement. Sa saison, elle est quand même assez incroyable.
Ok. Bon c'est parfait pour le classement alors. Je note ta revendication et donc avant de passer la QV du jour, est-ce qu'au niveau des best of the rest, t'avais donc moi j'ai fait ma playlist un peu dans mon coin. J'ai essayé de pas y passer 4 jours non plus. Le but c'était qu'on le fasse ensemble le classement justement. Mais est-ce qu'il y a des noms que j'ai un peu laissé en dehors du top 100, aux portes du top 100 et que toi tu voudrais voir intégrer? Comme on en parlait en off avec peut-être les 5 derniers là de 40 à 45 qui sortiront. Je sais pas, moi, si j'ai à choisir, je mettrais Zubac à la place des derniers que t'as dans le classement. Mais est-ce que quand on aura les 100 noms sur la liste, il intégrera le top 100? J'ai pas de certitude, quoi. Il y a pas un nom où je me dis, Zubac, il est sur top 100. Il y a pas de... Zubac était top 100 l'an dernier. Hein. Zubac était top 100, il était, j'essaie de le retrouver. Il devait être autour de la 80e place, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, il y a ce côté de valeur de la protection de panier que je valorise pas mal. Donc il fait largement partie de ça pour moi. Ouais, moi j'aime bien. Voilà, 78 il était l'an dernier. Là pour expliquer cette année, le joueur est pas différent mais il joue moins. Donc il y a ce cut du minutage il est que à 26 minutes par match. Donc c'est un peu pour ça qu'on l'avait un peu, enfin que je l'ai un peu écarté un peu automatiquement quand j'ai filtré, etc. Mais après voilà, il y a aussi ce truc de finalement, il a pas un minutage de titulaire et il y a que des gros titulaires dans ce top 100. Mais est-ce que vaut mieux pas parfois 26 minutes de Zubac que 30, 35, 40 voire même 48 de DeAndre Ayton à la fin au Blazers? C'est vrai que voilà. Donc c'est ce qu'on disait. Comment tu pondères les 25 minutes aux Clippers et les 35 aux Blazers? Enfin, il y a quand même une différence quoi de rien que de concurrence dans le roster. Là cette année, Paul George il est plus là. Enfin, j'ai pas trop de questions sur le fait que Zubac il va peut-être jouer plus quoi. Ouais, effectivement. Donc on a Zubac, on a Norman Powell, on a PJ Washington qu'on nous a cité aussi dans le Best of the Rest à intégrer au top 100, on a Colin Sexton, on a des mecs comme ça. Donc ok, très bien. La QV du jour que je n'ai pas encore annoncé, plutôt une très bonne QV d'ailleurs. On a du Zion Williamson, on a du Alperen Sengun, du Alex Caruso, du Lou Dort, d'ailleurs futur coéquipier, c'est pas fait exprès. Et puis du Anthony Edwards aussi. Et donc avec une belle QV comme ça, question traditionnelle avant qu'on en discute un par un. Comment est-ce que toi tu les as classés ces 5 entre eux en premier G, on va dire? Pour ton plus grand bonheur, j'ai mis Anthony Edwards en 1. Ouais. J'ai mis Zion en 2, Sengun en 3, Caruso en 4 et Lou Dort en 5. Ok, alors j'avais presque pareil. Moi j'avais Sengun en 1, Zion en 2, Caruso... non, c'est pas vrai. Non, évidemment, Edwards en 1. Ça va être un cas intéressant. Zion en 2, Sengun en 3 aussi. Et 4-5, pardon, tu m'as dit comment en 4-5? J'ai d'abord Caruso et après Dort. Ouais, j'ai pareil. Donc on a exactement le même. On va détailler tout ça. Tiens, on peut attaquer avec Sengun si tu veux bien. Alperen Sengun, je te fais le topo vite fait et puis on en discute. Donc Alperen Sengun, notre ami Sengun, 32 minutes par match cette saison, 63 matchs, 101 de true shooting plus, donc plus 1%, 101 par rapport à 100, plus 1% d'efficacité relatif à la moyenne en termes de scoring individuel. Donc voilà, au niveau de la moyenne, sur 27% d'usage, un volume plutôt pas mal en termes de responsabilité. Et c'est vrai que voilà, pour te lancer, on est sur une bonne saison d'un pivot, un jeune pivot, mais enfin dans une équipe de Houston compétitive. Ouais, c'est ça, une équipe de Houston quand même qui fait une partie de saison, pas toute la saison, mais une partie quand même vachement intéressante, un peu surprise, où tu te dis, ça y est, le projet est lancé complet. En plus, il y a la seconde partie de saison de Jalen Green, après, à quel point c'est de la fumée ou à quel point c'est lui qui a vraiment explosé, ça on le verra la saison prochaine. Mais une saison de Houston vraiment intéressante et Alperen Sengun qui, ça y est, arrive enfin au centre un peu du projet, voire même je suis limite frustré qu'il ait pas été encore plus au centre de ce projet. Exactement, je suis d'accord. Voilà, je sais, mais on est vachement d'accord. En plus, j'imagine par rapport à tous tes podcasts que j'écoute et quand tu en parles, je pense qu'on va être globalement ultra d'accord sur notre avis sur Sengun, mais t'as un peu, je me suis noté, c'est un peu le Nikola Jokic du pauvre, mais t'as un joyau que tu peux utiliser dans une ligue qui aujourd'hui le permet. Et j'ai l'impression que tu l'utilises pas dans son plein potentiel, ce qui te limite ton niveau plafond de l'équipe. Parce que vraiment, j'ai l'impression que tu peux faire encore mieux que ce que t'as fait l'année dernière si tu donnes les responsabilités aux bonnes personnes. C'est ça en fait. Je pense que c'est pour ça que je t'ai lancé en disant bonne saison. J'ai pas voulu dire saison de l'explosion parce que pour moi elle est pas encore là. On n'a pas encore totalement explosé. Mais tu vois, bon, pour commencer quand même pour le positif, on a tout de même un mec qui s'est installé pivot titulaire d'une équipe compétitive, comme dit, et avec sans doute comme donc gros minutage. Ça c'est bien d'avoir déjà acquis ça, et surtout il a ça parce que il est relativement viable en défense. Et ça, tu vois, je pense que c'est aussi un peu une nouveauté. Alors moi je le répète depuis 2-3 ans, il y a quand même certains flashs et il est moins
Tu vois, par rapport à Jokic, par exemple, on n'est pas du tout sur le même profil physico-athlétique. Il est plus petit, mais plus mobile. Donc il y avait déjà des flashs, mais cette année, je trouve que déjà être un pivot titulaire d'une équipe défensive comme Houston, c'est pas mal et ça montre aussi qu'il est relativement viable. Il a été assez irrégulier durant la saison, je pense que les fans des Rockets l'ont noté aussi. Il y a des matchs il était un peu mieux, d'autres un peu moins bien en milieu de saison notamment. Mais voilà, moi j'aime bien ce côté où c'est pas un mec qui est très grand, c'est pas un mec qui sera un peu comme Jokic qui peut parfois utiliser sa taille autour du panier ou ce genre de choses pour faire au moins le minimum. Lui, c'est pas ça, mais il s'est inscrit dans des schémas un peu en switch, un peu dynamique côté Houston. Et voilà, il y a cette viabilité que j'aime beaucoup, moi, défensive. Et c'est à mon sens à la base de ce qui fait aujourd'hui le fait qu'il a un gros minutage. Après, c'est vrai que je te rejoins aussi que l'attaque, peut-être légère déception, mais bon, je rappelle que c'était sa saison où il avait 22 ans, je crois, à peine, ou 21, 22. Donc, on est encore très très jeune, hein. Et moi, le premier, j'attends l'explosion au plus haut niveau, qu'on n'a pas totalement eu cette année, et je pense qu'il y a 2 raisons à ça. Un peu contexte collectif, et un peu, lui, son prisme individuel, où il a pas non plus une progression individuelle si gigantesque que ça par rapport à l'an passé. Mais c'est vrai que, comme tu dis, il y a ce côté où, en fait, il est pas totalement au centre du projet des Rockets, et ça, c'est un peu frustrant. Ouais, parce que pour moi, ça doit être le centre. Enfin, je veux dire, malgré l'arrivée de Fred VanVleet, même si je comprends l'intérêt, etc., ça c'est mon avis perso, je pense que le front office du Houston n'est pas d'accord, mais pour moi, il doit pas arriver en tant que pierre angulaire de ce projet-là. Ouais. Que tu mettes Sengun et Jalen Green, ok, mais encore, moi je mettrais Sengun, quoi, point. Après, Jalen Green, il s'adapte au tour, Fred VanVleet, il s'adapte au tour. Et quand t'as je veux dire, c'est pas comme si t'avais pas le parallèle ou la compréhension du jeu qu'il peut apporter par rapport à Jokic. Si t'es dans les années 80, je peux comprendre que tu t'hésites à le lancer, tu veux pas trop tenter de jouer comme ça. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il perd du temps à profiter pleinement de ses possibilités. Et encore possibilités qu'il est capable de développer. On va parler du scoring après, mais pour moi, il y a encore une marge de progression qui est vachement importante chez ce mec-là. Et comme t'as dit, il est jeune. Chez les pivots, on attend en général 27-28 ans pour qu'ils soient dans leur top de performance. Mais ouais, il a une marge offensive, en tout cas, qui est extrêmement intéressante. Quel âge il a, Thomas Bryant? Juste pour savoir quand est-ce que ça va venir, lui. Je sais pas. C'est quelqu'un que j'essaye de supprimer de ma mémoire, mais je vais regarder. Ah non, mais tu voulais dire pour les joueurs NBA, c'est pour ça. Donc ça s'applique pas à Thomas Bryant. Voilà. Ouais, d'accord. Thomas Bryant, il est de 97. Donc, Non, bon, blague à part, excuse-moi. Non, mais une stat un peu, un indicateur intéressant là-dessus, le pourcentage de paniers assistés. Donc à quel point est-ce que ces paniers étaient assistés, donc créés par autrui cette année versus les années d'avant. Il a 65% de paniers assistés cette année. Bon, ok. L'an dernier et l'année d'avant, donc ces deux premières années en carrière, il était à 50 et 52. Donc tu vois, on le voit concrètement, cette non-responsabilisation, et même, c'est même pas qu'il est pas responsabilisé, c'est que c'est même qu'il a encore moins un régime de tir auto-créé qu'avant, quoi. Tu vois, son nombre de paniers assistés augmente par rapport à avant. Donc et là où c'est un peu frustrant, c'est qu'en plus, tu l'as un peu dit, mais Houston n'a pas non plus de top porteur de balle. Donc c'est peut-être là le côté où on est un peu frustré et que on reste un peu sur notre faim, quoi. Parce que, en fait, on pourrait totalement organiser une attaque un peu plus autour de lui que c'est le cas aujourd'hui. Donc, pour moi, il y a premièrement cette question de l'optimisation qui était pas trop là cette année à Houston. Donc ça, c'est un peu décevant. Et de l'autre côté, c'est vrai que lui aussi, on va pas dire que c'est que Houston, mais lui aussi, on n'est pas encore sur une explosion de son propre niveau de jeu. Bon, tu vois, notamment tout ce qui est efficacité individuelle, ça stagne un peu. Ça stagne un peu au niveau de la moyenne. Et on commence pas à aller titiller des zones de All-Star, All-NBA qui font des plus 4, plus 5, plus 10% d'efficacité relative à la moyenne, des scores d'élite. Là, ça stagne par rapport à l'an dernier, même par rapport à son année rookie. Et notamment, on a 2-3 points qui évoluent pas tant que ça, malheureusement. Je pense évidemment au shoot, où le shoot tarde à venir, alors que, je le répète à chaque fois, mais il a ce toucher de balle fabuleux, donc ce qui est un peu la fondation d'un jump shot, mais il a pas la structure de la mécanique de tir, donc ça vient pas. Il est encore à 2 par match cette année en 3 points et à peine 30% de réussite, donc le jump shot ça vient pas. Et même sur tout ce qui est un peu création individuelle, on est sur des trucs genre isolation 2 par match. Son efficacité elle est dans le 32e centile, donc à peine mieux que 32% de la NBA, donc il est plutôt vers le bas. Et post-up c'est pareil, 3,5 par match, 0,96 de points par possession, c'est 45e centile, donc au niveau de la moyenne. Donc tu vois, on n'a pas non plus, on parle beaucoup d'optimisation, mais ce serait pour le passing notamment, mais on n'a pas non plus ce côté où c'est quand même un joueur génialissime qu'on n'utilise pas assez.
on a aussi ce truc de, il est encore jeune, il a pas encore totalement explosé d'un point de vue individuel, notamment sur le scoring en fait. Ouais, enfin vraiment, moi je me suis noté quelle marge il a de ce côté-là du terrain, parce que en termes de passes, en termes d'assist, tu vois, quand il est en tête de raquette comme ça et qu'il est capable, un peu comme peut le faire Bam, un peu comme peuvent le faire Sabonis ou Jokic, quoi, c'est vraiment un joueur qui, à son jeune âge déjà, comprend extrêmement bien le terrain. Et pourtant, il est pas forcément aidé par les joueurs qu'il a autour. Vraiment, moi, je suis assez frustré de Fred VanVleet cette année. J'ai pas trop aimé ce que j'ai pu voir. Non pas que j'ai regardé 80 matchs de Houston, mais ça me frustrait, quoi. Et puis, vu qu'il joue quand même pas mal avec lui, il est dépendant de ce mec-là. Mais je suis un peu frustré par, je recommence ma phrase. Autant au niveau de tout ce qui est gestion du jeu et passing et de ça, je suis vraiment satisfait de ce qu'il peut montrer. Et c'est aussi pour ça qu'il a un usage si important. C'est pas que par rapport au scoring, parce qu'effectivement le scoring me dérange. Dans le sens où il a encore augmenté sa quantité de tirs à mi-distance. Il est plutôt en réussite, mais comme tu l'as dit, c'est pas des tirs rentables. Il faut que tu sois élite pour que ce soit quelque chose de vachement intéressant. Et quant au tir au cercle ou au tir à 3 points, les tirs à 3 points, il en tente quasiment pas. Et pourtant, il a un touché. Mais parce que le système amène ça. Et je veux dire, au cercle, il est pas très bon non plus au scoring. Et c'est pour ça, quand t'as un joueur aussi doué offensivement, avec un tel touché, qui finalement, il est que à 101 de true shooting plus, tu l'as dit, c'est presque frustrant. Bah, c'est aussi pour ça que c'est un peu dommage de l'utiliser en finisseur et pas en créateur. Ouais. C'est qu'en plus, il a même pas le pick and pop et en verticalité, il est pas ça non plus, c'est pas un Clint Capella de l'époque ou un mec comme ça. Donc, il y a aussi ce truc de, tu vois, enfin, c'est comme Sabonis. Sabonis, si tu l'utilisais un peu en finisseur off-ball plutôt qu'en créateur, ce serait une non-optimisation, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis là, je me suis même noté, t'as donné l'ISO, le post-up, etc. Mais même en pick and roll, quand c'est lui qui fait le roll, il a quand même 26% de fréquence, mais il est genre 50e centile. Ouais. Et en fait, c'est moyen. Donc c'est un peu frustrant parce que tu vois qu'il a de la marge en termes d'efficacité quand même. Bon après, tout le monde sait que je l'adore d'amour depuis son année rookie. J'étais très tôt sur le dossier et je pense qu'il y a un potentiel qui peut être immense, mais c'est juste que pour l'instant, soyons un peu justes, il n'a pas encore commencé à le gratter complètement. Donc il y a ce côté, et d'un autre aspect aussi, c'était son année où il avait 21 ans. Et donc je pense que déjà être membre du top 100 à 21 ans, c'est quand même plutôt pas mal. Je trouve qu'il est mieux au niveau de la perte de balles, même s'il y a encore de la marge là-dessus. Ouais. Moi, enfin, t'en as parlé au début, mais moi, son côté mobile défensivement, je trouve pas que c'est encore un très bon défenseur, mais j'aime bien son côté mobile. T'as dit, il switch pas mal, et ça permet pas mal de choses du côté d'Houston avec Dillon Brooks, etc. Mais s'il y a un truc qui m'a un peu surpris, quand je l'ai étudié là, les derniers jours et les dernières semaines, c'est son côté drive. C'est pas quelque chose que j'avais pu remarquer pendant la saison. Mais en fait, il en fait 7,3 par match. Hein. C'est quand même énorme pour. Enfin, je m'y attendais pas du tout. Et limite, c'est le seul truc où j'ai été positivement surpris au niveau de son scoring. Donc ça, franchement, au niveau du drive, j'ai été assez positivement surpris de ce côté-là. Mais voilà, parce que finalement, il dribble quand même assez souvent. Tu vois, pour un pivot, des fois, t'as des mecs qui récupèrent la balle, ils font que du end-off, notamment Bam. Des fois, il fait ça. Mais lui, il a quand même pas mal de dribbles et de tirs après dribble. Il a 44% après 0, mais il a plus de 10% dans un dribble, 2 dribbles, 3 à 6 dribbles, quoi. Et alors, tu vois, je suis en train de récupérer les stats sur drive. Il est à 1,18 points par tir sur des tirs en fin de drive. Et donc, minimum 5 par match. Il est 31e. Alors, attends, je calcule ça directement. 31e sur 127 joueurs à plus de 5 drives par match en NBA. Voilà, 75e centile. 75e centile, c'est pas mal. En plus, il y a cette particularité on en a parlé cette saison dans l'hebdo, mais en fait, il y a des matchs, je crois, contre Milwaukee ou des trucs comme ça où, en fait, il commence en drive, mais ensuite, il s'installe en fin de drive, il fait pas une finition, le double pas et je saute d'un appui pour faire un layup comme un extérieur, il s'installe en fait en post-up autour du panier. Donc, il y a ce côté aussi technique, fondamentaux, le toucher de balle, et voilà, c'est quand même plutôt pas mal, mais donc, où est-ce qu'on l'imagine dans ce classement alors? Moi, je l'imaginais un peu dans les côtés 16 à 19 par là. Peut-être un petit peu haut, parce qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais Tyrese Maxey, t'as vu la saison qu'il fait, etc. Donc 16-19, hein, je dis les noms un peu, on a DeRozan, Maxey, Derrick White, Jamal Murray, Garland qui est 20, un peu ce groupe de créateurs stars mais pas superstars. Ouais, parce que
Vraiment, je pense qu'on va en parler après, mais il pâtit aussi un petit peu de ce qu'il y a autour de lui. Je suis persuadé qu'il y avait des bien meilleurs shooters autour. Ce serait encore plus intéressant. Mais en attendant, c'est un très bon créateur, c'est pas un mauvais défenseur du tout. Le scoring, il va l'améliorer, il peut l'améliorer, mais je le vois pas aussi bas qu'un Jarrett Allen, tu vois, par exemple. Parce que je pense que il apporte quelque chose qu'aujourd'hui en NBA t'as besoin, de la création. Et moi, j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait sans être en manque d'efficacité. Alors moi, je l'avais entre Giannis et Luka Doncic. Évidemment, je le savais. Non, moi, j'étais quand même plus bas. Plus bas. Tu vois, je me posais la question, qu'est-ce qu'il apporte vraiment? Est-ce qu'il y a un énorme écart par rapport, je dis n'importe quoi, un McCollum ou un Bogdanovic? Ah ouais? Qui sont des créateurs un peu secondaires, niveau d'efficacité autour de la moyenne avec un peu de playmaking. Tu vois, Sengun, au final, enfin, on est d'accord sur le profil, il pourrait faire mieux, il pourrait être un créateur tellement plus fort, mais sur le résultat final qu'on a, on a un volume qui est pas un volume de star, un plutôt bon volume, comme ces mecs-là. On a une efficacité qui est malheureusement pas top, comme on a dit. Utilisé en finisseur, mais pas top en finisseur, pick and roll, pick and pop. Le passing un peu sous-exploité. Donc au final, est-ce qu'on est très loin d'un McCollum qui lui aussi peut faire beaucoup de pick and roll et beaucoup de création un peu balle en main, même sans être star. Mais voilà, c'est un peu similaire pour moi. Plus la défense, tu vois, je visais un peu cette zone-là, mais peut-être que je suis un peu bas, alors c'est ça? Non, mais en fait, moi, je me posais la question, mon repère, c'était Hartenstein et Jarrett Allen. Tu vois? Et alors, peut-être que je suis dans l'idéal de ce que moi, j'aimerais attendre d'un pivot. Parce que c'est vrai que du coup, Jarrett Allen et Hartenstein, surtout Jarrett Allen, c'est plus un pivot protecteur d'arceau, finisseur, et là, on en revient sur l'épisode prologue, hein, que, à quel point tu considères, le côté élite qu'ils peuvent apporter dans ces deux domaines-là. C'est ça. Plutôt que par rapport à Sengun. Moi je les voyais devant eux. Alors après je comprends parce que c'est vrai que finalement en termes de scoring il est pas si efficace que ça. Mais s'il avait été mauvais défenseur, je l'aurais pénalisé bien. Mais je le trouvais pas si mauvais défenseur que ça. Je le trouve même plutôt bon. Il est pas mauvais défenseur, mais je trouve que c'est juste qu'il est viable en fait dans cette défense. Il y a pas de valeur ajoutée, tu vois. Donc non, mais je vais peut-être taper trop bas. Alors, je vais peut-être taper trop bas avec des mecs, effectivement, McCollum, Tyler Herro et Bogdanovic, ils te coûtent des points en défense. Donc, ouais, parce que pour le coup, et puis, genre, ils sont même pas efficaces au scoring non plus, tu vois. C'est vrai. Non, mais alors peut-être il y a une autre zone dans laquelle on peut taper, ouais, c'est pas mal, ça peut être pas mal entre les deux, si on coupe la poire en deux. Il y a tout ce qui est Franz Wagner, Scotty Barnes, un peu créateur offensif, mais sans surplus d'efficacité et à volume qui est pas non plus énorme, ça peut être pas mal. Un peu entre les deux. Après, Barnes, il a le côté défense. Donc, si tu me dis, je mets Sengun en dessous, parce qu'effectivement, Barnes, il a ce côté défense en plus. Il a le côté défense, mais il est assez inefficace aussi, donc. Ouais, mais non, on peut le mettre par là, alors on peut le mettre par là, si ça te va. Ouais. Si on coupe la poire en deux, ok. J'avoue que moi, par rapport à Jarrett Allen et Hartenstein, ils sont nettement au-dessus, à mon sens. Ok, d'accord. Et je préfère, j'aime d'amour Sengun, mais ce que fait Hartenstein cette année a quand même un impact assez dingue parce que c'est efficacité. Lui, il est complètement optimisé sur le passing. Alors lui, il a un talent pur de passing beaucoup plus bas, mais concrètement, on l'utilise comme ça. Donc il y a de la valeur. On va chercher de la valeur, plus la rim protection d'élite, plus le pick and roll. Jarrett Allen, c'est un peu pareil. Disons que on est d'accord que si on fait la syllabe l'an prochain et qu'il est enfin utilisé comme il se doit, il sera 30 places au-dessus de ces mecs-là, normalement, en fait. Ouais. Après là, on en revient sur le côté de comment tu l'estimes et comment tu le vois être utilisé. Tu vois, donc. Oui, c'est ça. Mais il est, en fait, effectivement, c'est une variable à prendre en compte, mais le côté condition dans laquelle il est, est-ce que c'est son réel niveau ou est-ce que c'est juste qui doit faire ça, quoi. Ouais. Là, on parlera de Caruso après, il y a aussi un peu ce côté-là aussi, tu vois. Donc. Ouais. Moi, je valorise pas mal aussi tout ce qui est protection de panier, et comme Allen et Hartenstein le font quand même pas mal. Ça, je suis d'accord, ouais. C'est plus sobre en attaque, mais en même temps, efficace, passing, etc. Donc, ok. Non, mais en plus, tu vois, franchement, le coller à Franz Wagner, qui est aussi un peu dans ce mode, je suis un peu jeune, j'ai un plutôt bon volume, du passing, mais je suis pas très efficace non plus, et puis, en défense, ça va, quoi. Ça me va de les coller, finalement. J'avais peut-être tapé très bas, alors. J'ai peut-être voulu compenser mon amour. moi, je l'ai peut-être tapé un peu haut. C'est vrai que par rapport à des gros scoreurs efficaces, je l'ai peut-être vu un peu trop. Sengun est un peu lourd. C'est vrai que protection d'arceau, enfin, je trouve il a un peu plus de mal là-dessus. Et c'est vrai que pour un pivot, comme t'as dit,
avec Rudy par exemple qui vraiment est lead dans ce domaine-là, c'est un peu pénalisant pour un pivot d'être un peu plus lourd là-dedans, quoi. Et donc, on finit cette séquence avec un petit quiz. Est-ce que tu te souvenais de ça ou pas? Pas du les tout, séquences de quiz. Ouais, okay. Pour se remémorer les actions marquantes de la saison, on finit comme ça. Nous sommes le 28 octobre 2023 et c'est un poster dunk contre les Spurs. Qui est sur le terrain? Es-tu capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de ce poster dunk sur les Spurs? Est-ce que tu peux me répéter la date, s'il te plaît? 28 octobre. D'ailleurs, on l'a fait sur YouTube, si ça vous dit. Je fais des décryptages des matchs de rookie rétrospective de Wemby. On l'a fait il y a pas longtemps. On l'a vu, ce poster dunk. Ouais, bon alors. 28 octobre. Oh là là, 28 octobre. En plus, c'est le début de la saison. J'imagine qu'il y a Wemby. Oui. Du côté des Spurs, est-ce qu'il y a Jones? Il y a Trey Jones, en effet, ouais, tout à fait. Ouais. Mais c'est pas Wemby qui se prend le poster, hein. C'est un autre. Ouais. Ouais, c'est du coup, j'imagine que Wemby à cette époque-là, il jouait en 4. Exactement. Est-ce que c'était Collins qui jouait 5? Tout à fait. C'est Collins qui se fait postériser. On a une éponge sur le terrain aussi. Bob, quelqu'un, non? Non, une éponge. J'imaginais Bob l'éponge. J'étais sur Vassell. Est-ce que Vassell, il est là ou pas? Ah, ben oui, c'est Vassell. C'est Vassell. Voilà, jeu de mots, éponge, vaisselle. Ah, ok, d'accord. Ouais, non, mais je l'avais pas du tout. Ok. Je m'excuse pour les jeux de mots. Non, mais j'adore aussi. C'est juste que là, je l'avais pas. Mais alors, attends, qui c'est le 5e, du coup? Le 5e, il a un nom de famille qui est très commun en NBA. Et surtout, c'est quand tu joues au poker et qu'on te donne... Quand on te donne une main, tu te dis waouh. C'est un ailier de Kentucky. Attends. Sinon, indice basket. Ouais, alors là, non, par contre, les universités, tu me perds. Non, alors attends, je réfléchis par rapport au poker. Qu'est-ce que c'est que tu me dis par rapport au poker? C'est un jeu de mots à la con, mais non. Alors, c'est un mec qui a abandonné son numéro, pour le donner à Chris Paul cette année. Est-ce que t'as vu passer cette news? Ouais, j'ai vu passer, mais je me souviens plus du nom. Un truc commun. Alors attends, je cherche dans les communs. Murray, Williams, Brown, Green. Non. Non, bah je l'ai pas. Ça me vient pas. Il avait un homonyme qui était la star d'Atlanta à l'époque, un go-to guy d'Atlanta, un arrière de grande taille. Smith. Non, il avait un homonyme qui était le meneur star des Lakers dans les années 80. Johnson. Ouais. Oui, je vois. J'allais dire Devin Johnson, mais c'est Devin Vassell. Keldon Johnson. Keldon Johnson. Et oui, quand on te donne au poker, tu regardes tes cartes, tu vois 2 as, tu fais « Ouh, Keldon !» Oh pardon, non, c'est scandaleux. Ok. Et côté Rockets, je cherchais genre Big Blind, etc. J'avais pas le lien avec le nom. Ok, d'accord. Ok. Côté Houston, du coup... côté Houston, pardon. Ouais, Şengün, du coup... je vais tenter le backcourt, là, Fred VanVleet. Ouais. Jalen Green. Oui. Est-ce qu'il y a Brooks? Oui, il est sur le banc. Est-ce que Jabari en 4? Exactement, Jabari Smith. Côté Houston, c'était voilà, facile. Ça restait pas piégeux, là. Ouais. Et donc on peut passer à notre deuxième joueur du jour. Tiens, allons sur Lou Dort, si tu veux bien. Lou Dort, je te fais le topo vite fait. Lou Dort, 29 minutes par match cette saison, 79 matchs, 102 de true shooting plus, donc plus 2% d'efficacité relatif à la moyenne, plus 2%, c'est pas mal. Sur un usage, un volume d'utilisation de 15%, donc assez modeste évidemment comme responsabilisation. Et pour te lancer, on est vraiment sur une très belle saison d'un rouage important d'une équipe d'élite. Alors, je suis d'accord, c'est une belle saison, mais je sais pas, je vais probablement être pas sympa avec lui et... Non, en fait, c'est juste que... Tu peux me dire non, hein, tu peux me dire je suis pas d'accord du tout. Non, mais... En fait, je me demande toujours quand je regardais la saison d'OKC, que j'ai adoré, hein, vraiment, enfin, leur style de jeu, c'est vraiment un truc hyper intéressant et ce que le coaching arrive à faire, c'est magnifique, vraiment. Mais je me suis toujours demandé tout au long de la saison, quel est son réel impact si tu le remplaces par Monsieur X. Tu vois, le VORP, etc. Et je me suis toujours demandé le joueur moyen de NBA, tu veux dire. Ouais. Et en fait, je me rends compte que autant défensivement, il est connu pour ça, et c'est un buffle, et il est hyper bon dans ce côté-là du terrain, autant offensivement, même s'il a bien progressé en termes de réussite à 3 points, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose de hasardeux qui est un peu dans le contexte,
mais j'ai pas du tout confiance dans son shoot. Tu vois, t'en parlais, en playoff, il va pas être défendu du tout. Et même en saison régulière, d'ailleurs. Enfin, j'ai regardé un match contre les Lakers, bah, ils le laissent tous tirer. Et forcément. Donc, tiens, je suis même pas allé voir les wide open, à quel point il en a. Mais je suis frustré parce que c'est un peu un 3&D ou le 3, j'ai pas trop confiance. Ouais. C'est un 1,5, un ND, presque. Ouais, voilà, c'est un peu ça, quoi. Mais, je descendrai pas jusqu'à André Robertson, parce que la comparaison au KC, elle est un peu trouvée, parce qu'André Robertson, offensivement, c'était quand même cataclysmique. Ouais. Lou Dort est quand même meilleur que ça. Mais je suis quand même frustré et en fait, je crois pas du tout dans son attaque. On va parler, d'un autre joueur après qui va intégrer au KC. Je serais pas surpris si Lou Dort cette saison il joue peut-être un peu moins, enfin il joue pas forcément sur les mêmes postes, mais ouais, je suis un peu frustré par ce qu'il peut faire offensivement et j'ai pas du tout confiance dans ce qu'il peut faire, même en drive, hein, on l'a vu driver régulièrement, même des fois à main gauche, main droite, enfin il part un peu des deux mains, mais il perd quand même des ballons, il est pas forcément réussi au cercle, alors il est solide physiquement, mais il est pas très grand et je trouve qu'il est pas du tout, enfin voilà, au cercle, attends, je regarde, ouais, il a 50% de réussite. Ouais, y a pas de toucher, y a pas de, ouais, non. Ouais, non, offensivement, je suis quand même perplexe. Alors que je trouve que le coaching staff lui laisse quand même pas mal de liberté offensive. C'est pas juste tu vas attendre dans le corner et tu vas prendre le shoot. Il peut prendre des shoots après un dribble, enfin 3-6 dribbles, il est quand même à 14% de fréquence. Et il en prend, des fois il drive, il se permet de cutter. Bon, des fois je l'ai vu un peu cut en plein milieu de la raquette alors que il y avait une ligne de place énorme ouverte pour Shai, mais non, je suis vraiment trop frustré offensivement pour être complètement satisfait de ce qu'il a pu faire cette saison. Alors, pour le coup, lui, ça fait un peu partie des mecs qui, l'an dernier, n'étaient pas dans le top 100, étaient un peu aux portes, parce que, ok, la défense a toujours été élite, on va en parler, je pense, mais il y avait un côté, tu perdais trop de points en attaque, il rendait trop de points en attaque par rapport à ce qu'il gagnait en défense, un côté inefficacité, le shoot, etc. C'est vrai que cette année, je l'ai mis dans la pré-liste, et je pense on a quand même affaire à un joueur qui est meilleur en termes au moins de rendement et de performance, parce que, bah, tu vois, c'est la première fois qu'il est efficace en carrière. Première fois qu'il est au-dessus de la moyenne. En termes d'efficacité relative à la moyenne. C'est bien. Alors, après, c'est effectivement toujours le truc entre le shoot, le résultat final, l'efficacité, le pourcentage et la vraie respectabilité. Parce qu'en effet, c'est pas un mec qui va être très, très respecté à 3 points malgré sa bonne saison, mais en même temps, voilà, il fait 39% cette saison, 39% à 3 points sur 5 par match. Et c'est largement au-dessus de la moyenne. C'est bien. À quel point aussi est-ce qu'il est pas efficace? Parce que comme tu dis, bah, son régime de 3 points, c'est que des tirs grands ouverts qu'on lui laisse. Donc forcément, il y a un niveau de proba et d'attente, de réussite attendue, plus haute sur des très grands ouverts que sur des 3 points un peu dans le jeu, quoi, organique, on va dire. Mais en même temps, voilà, moi, j'aime bien parce que on a cette efficacité au tir qui fait qu'on est quand même un peu plus viable qu'avant. Et puis, on a aussi un régime de tir qui est beaucoup plus sobre qu'avant. Et ça, j'ai beaucoup aimé cet aspect de, bah, l'an dernier et puis même l'année d'avant, on le laissait un peu tester parce qu'on s'en fichait un peu. Ok, si on jouait pas grand chose, ou alors même l'an dernier on était compétitif, mais il y avait pas beaucoup de talent, etc. Et tu vois, en termes de pourcentage de paniers assistés, on est passé de 66% à 83% cette année. Donc on a vraiment, on a resserré les vis, on dit non, cette fois on est compétitif, on est une équipe d'élite, t'auras plus tes 2-3 drives par match où tu fais un peu ce que tu veux, tes pick and roll. Donc il y a aussi ça que j'aime bien, c'est l'aspect il y a beaucoup moins de fuite, de perte de valeur, parce que en fait il s'est recentré et il fait beaucoup moins ce qu'on le laissait faire un peu avant, c'est-à-dire un peu plus de création sur lequel il est pas bon évidemment, mais voilà, ça, pour moi c'est pas mal, et c'est aussi ce qui fait qu'on a affaire à un joueur un peu efficace, modulo comme dit, hein, ce côté de l'efficacité à 3 points qui est bien, mais qui n'en fait pas non plus un joueur hyper respecté pour l'instant. Mais après, ce qu'on peut admirer, c'est tout dont on n'a pas parlé encore, c'est l'aspect défensif, évidemment. Ouais, bah là-dessus c'est clair qu'il est sur l'homme, il est hyper dur à bouger, c'est un buffle énorme. Alors, quand tu vas voir les stats, enfin voilà, en termes de pourcentage de steal, il a 1,5, c'est pas parmi les meilleurs de la ligue non plus. Ouais, en termes de bloc non plus, mais en fait, c'est parce que il est présent dans tous les domaines. Il a pas forcément de grosses faiblesses. Voilà, on va parler de Caruso après, qui lui est élite dans le pourcentage de steal, parce que voilà, c'est un mec qui coupe hyper bien les passes, qui lit hyper bien le jeu. Mais Lou Dort, en plus, il a été recentré un peu sur l'aile, enfin poste 3-4, voilà, pour représenter un peu. Et il se prend quand même pas mal de mecs qui sont grands, qui sont lourds. Et lui, il arrive très bien à faire ça. Et
cette année avec OKC, leur défense, elle a quand même été vachement intéressante. Ça leur a permis d'intercepter tes balles, de partir en transition, etc. Bon, il est pas hyper efficace en transition, Lou Dort, mais sa défense permet à l'équipe de s'offrir des choses comme ça. Et après, Shai, lui, il convertit. Enfin, les autres arrivent à le faire. Donc, au moins, il apporte ça. Et puis, même sa défense en isolation, elle est... Enfin, voilà, je suis allé checker. Alors, est-ce que ça parle ou est-ce que c'est parlant ou pas, mais c'est 80e centile, c'est efficace et tout. Donc, ouais, moi, défensivement, je vois pas trop de grosses faiblesses. Donc, c'est un joueur qui est impressionnant à avoir joué de ce côté-là du terrain. C'est un peu je trouve que c'est un peu le stopper à l'ancienne, tu vois, le mec comme on avait un peu il y a 20 ans, à 15-20 ans, les mecs, les Bruce Bowen ou les mecs comme ça, hyper très bons en handball, mais surtout très durs, quoi, très costaud. Tony Allen là, alors même Tony Allen est encore plus costaud, quoi, tu vois, en termes d'épaisseur, quoi. C'est alors peut-être moins mobile et moins navigation d'écran, mais c'est ça aussi le truc avec son profil, c'est qu'on a affaire au vrai stopper un peu face au ballon. On a vu à quel point ça avait de la valeur face à Doncic, même s'ils ont perdu la série. Voilà, c'était pourquoi est-ce que Doncic a pas aussi bien performé contre OKC que contre d'autres équipes, c'est aussi à cause de Lou Dort, quoi. Donc on a cet aspect qui est impressionnant, et même plus cet aspect de puissance est un peu unique en NBA en termes de défense on-ball sur des petits, sur les extérieurs. Après, ce qu'il a en puissance, il le rend pas mal, et il est un peu moins bon sur tout ce qui est navigation d'écran, mobilité à travers les écrans, etc. Mais c'est pas non plus scandaleux. Je pense qu'on a quand même affaire à un mec qui est élite en défense on-ball assez clairement. Et en plus, ce que j'aime bien, moi, c'est que dans cette équipe, finalement, tu regardes un peu, on a affaire à une équipe qui est très soit petite, soit fine en termes de personnel. Qui est-ce qu'on a sur le terrain? Parce que en pivot, on a Chet, même on décale Jalen Williams au poste 4. On avait aussi à la rotation intérieure Kenrich Williams ou Jalen Williams ou des mecs comme ça. Voilà, globalement, on a une équipe qui est assez petite et pas trop puissante. Et lui, il détonne un peu là-dedans. C'est peut-être le seul qui est comparé à son poste un peu le plus gros que son match-up direct, quoi, grosso modo. Donc cet aspect est assez intéressant. Après, ce qui est un peu dommage avec lui, c'est que il a quand même quelques limitations de taille. Donc c'est dommage parce que s'il faisait, je sais pas moi, 6-8 plutôt que 6-6 ou 6-5 comme actuellement. Enfin, s'il avait la taille d'un ailier, on pourrait avoir cette valeur en plus de tiens, on te décale poste 3, poste 4 même en tant que poste 4 small ball, et puis tu peux gérer tout ce qui est rebond, tout ce qui est protection de panier éventuellement. On n'a pas trop ça. Donc ça, c'est la petite déception. Il est juste élite entre guillemets sur les postes 1 à 3, on va dire. Mais après, voilà, on n'a pas trop la navigation d'écran, on n'a pas trop, comme tu l'as dit, le playmaking défensif, on n'a pas trop de protection de panier en second rideau. Donc par rapport à d'autres qui arrivent à dépasser la fonction et à vraiment être d'excellents protecteurs de panier, on n'a pas ça. Mais tu vois, globalement, je trouve qu'on a quand même un mec qui est élite défenseur, plus viable en attaque. Ça me paraissait un package assez intéressant à mettre dans ce classement, quoi, finalement. Et puis tu vois, tu dis, il navigue pas, c'est pas qu'il navigue pas bien les écrans, c'est que c'est pas forcément un domaine où il est élite, mais dans le système de jeu d'OKC, ça me dérange pas forcément tant que ça. Tu vois, genre, c'est moins dérangeant, je trouve, par rapport à leur côté de switch et tout ça, donc ou avec Chet qui est derrière. Donc même si t'as un peu de retard, je trouve qu'ils arrivent à le compenser, donc c'est moins impactant. Oui, puis je dis pas qu'il est mauvais, hein. Je dis que oui, bien sûr. C'est pas Alex Caruso, c'est pas Jalen Suggs, c'est pas Derrick White, quoi. Mais voilà, lui c'est aussi, il est pas ça, mais il est unique aussi sur cet aspect de puissance. Mais ok, donc on a fait un peu ce profil globalement. Tu m'arrêtes si t'as d'autres choses à rajouter. Bah tu vois, du coup je suis allé checker, il a 75% de open, wide open. De ses paniers, de ses 3 points qui sont wide open. Non, de ses tirs. Non, mais alors attends, je te dis une bêtise parce que j'étais réglé sur playoff. Non, mais cela dit, ça marche aussi parce que tu vois, ça montre qu'en playoff, il était largement ouvert. Tous ces 3 points, c'était que des trucs on le laissait largement ouvert, quoi. Après, c'est l'avantage d'avoir des mecs qui drive autant. Enfin, je crois que c'est OKC qui a le record. Je crois que c'est 67 drive par match, un truc comme ça. Donc voilà. Et là, il est à 34 en open, 35% de ses tirs en open et 40 en wide open en saison régulière. Ouais. Donc voilà. Après, tant mieux. Hein. Il les prend, il les tire, mais son tir. Je trouve qu'il est encore lent et il part de très bas, donc forcément il met plus de temps à lever la balle. Tu vois, genre c'est pas du tout Nico Batum, il la récupère, il la tire direct. Donc ça, forcément, ça va toujours jouer un petit peu contre lui de ce côté-là. Et donc, le classement, vers où va-t-on? Dans quelle zone du classement? Plutôt vers le bas alors? Bah ouais, pour moi plutôt vers le bas. Hein. Moi je l'avais dans les 40, dans ces zones-là, quoi. Tu vois, par rapport à Klay Thompson, je me posais la question... Bien sûr, il a la défense élite, mais Klay Thompson, il apporte quand même bien plus offensivement. Ouais, je suis d'accord. Je dis pas que j'allais sortir Lou Dort du sang, mais
Je me questionnais, tu vois, quand même. Autour de lui, donc, on a du Keegan Murray 37, Jabari Smith 38, Kuminga 39, Klay Thompson 40. Mais Klay Thompson qu'on pourrait remonter, hein, d'ailleurs, éventuellement. On en reparlera. Aaron Nesmith 41, et après DeAndre Hunter 42. J'avais la même zone. On peut le mettre un peu au milieu de tout ce qui était Nesmith et Hunter. Tu vois, si ça te va, on peut le mettre entre les deux comme ça. Ouais, ça me va. Le duel avec Nesmith, c'est intéressant parce que Nesmith, il a quand même le tir en plus, hein, cette année. Alors ça fait qu'une année, je pense, mais il y a un certain dynamisme, il y a un shoot. Ouais, ça me va de le mettre peut-être un peu en dessous de Nesmith, même s'il est bien meilleur en défense, mais on est dans cette zone-là alors. Ouais, moi ça me va. C'est là que je l'estimais. Et puis après, à confirmer son tir cette année, quoi. Moi, j'attends vraiment de lui qu'il baisse pas de niveau de ce côté-là du terrain, quoi. Mais on verra comment il s'en sort aux Clippers, hein, surtout une fois qu'il y aura eu le trade Kawhi Leonard à OKC. Mais bref, on verra. Pour ça, il faudrait qu'il joue, hein, c'est pas gagné encore. C'est vrai, il y a ça aussi. Où est-ce qu'il va atterrir alors? À Utah? Non, il peut pas être échangé à Utah. Markkanen. Bref, donc petit quiz pour finir. Nous sommes le 23 décembre 2023. Et avant Noël, LeBron James lui fait un cadeau puisque l'action, c'est un chase down block de LeBron James sur Lou Dort, justement, en contre-attaque. Qui est sur le terrain? Es-tu capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de cette action marquante de LeBron qui fait un chase down block sur Lou Dort? Du coup, LeBron. Ouais. Je commence par les Lakers. LeBron. Est-ce que Anthony Davis y joue? Oui, tout à fait. Ok. Est-ce que Christian Wood est là? Je sais qu'il a pas beaucoup joué, mais il me vient dans la tête. Est-ce qu'il y a Austin Reeves? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a Tayshaun Prince? Non, pas Prince. Ok. Est-ce que Russell est là? Il n'est pas sur le terrain à ce moment-là, non. Ouais. Bah, je m'en doutais s'il y a Austin Reeves. C'est maintenant que ça se complique pour les Lakers. On a quelqu'un qui était comparé le soir de la draft à Kawhi Leonard. Mais bon, c'était par Chauncey Billups qui n'avait rien préparé, qui travaillait pas, encore aujourd'hui, hein, il travaille pas. Hein. T'as déjà fait cette comparaison en plus? Non, c'est un indice. C'est pas moi qui ai fait la comparaison. Oui, c'est un indice, pardon. Oui. Non. Ah là là. Drafté top 10 à Washington. Attends, Cam... Non, pas Cam Reddish. Mais est-ce que Cam Reddish est là? Cam Reddish non plus. Non, c'est Washington, un japonais. Rui Hachimura. Oui, ouais, oui. Maintenant que je me rappelle que tu avais déjà parlé de cette comparaison. Oui, Rui Hachimura, et donc logiquement il me manque le poste 1 ou 2. Il te manque un ailier. Un ailier poste 4, extrêmement défenseur, qui a pas beaucoup joué parce qu'il était blessé, mais là il était là, en décembre. Jared Vanderbilt. Exactement. C'est vrai que j'ai oublié. Indice, la fac de Vanderbilt, mais tout à fait. Et donc côté OKC. Lou Dort, est-ce qu'il y a Shai? Shai est là, oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a Chet Holmgren? Ouais. Est-ce qu'il y a Williams, enfin Jalen ou Kenrich? Jalen ou Kenrich? D'abord Jalen, parce que c'est celui-là qui joue le plus. Ok, et Kenrich? Non, mais en fait, t'as raison, c'est les deux. C'est les deux, effectivement. Tout à fait. On peut passer à notre troisième joueur du jour. Sera-t-il l'homme qui va virer notre deuxième joueur du jour de OKC? Peut-être, on verra. C'est Alex Caruso, notre troisième joueur du jour. Je te fais le topo. 29 minutes par match pour Caruso, 71 matchs, 106 de true shooting plus, donc plus 6% au niveau de l'efficacité au scoring individuel, plus 6% relatif à la moyenne, c'est très très bien. Sur 15% d'usage, évidemment un volume assez modeste, puisque c'est pas son rôle non plus. Mais c'est vrai que pour te lancer, on est sur une grande saison d'un Alex Caruso, malgré un collectif pas top, dirons-nous. Ouais, c'est ça en fait, il fait une excellente saison dans plein de domaines. Défensivement, sincèrement, il était dans la conversation, on va dire top 5 Deepoy, quoi. Donc pour moi, c'était vraiment le seul guard qui sortait un peu de ce côté-là, ou alors j'en oublie un qui il me pardonnera. Mais défensivement, il est incroyable. Et je trouve qu'offensivement, il est vraiment dans ce qu'il sait faire, il est excellent. Tu vois, genre c'est un très bon shooter. Là pour le coup son shoot il est hyper rapide, il est solide, il a la même réussite mais j'ai beaucoup plus confiance dans son shoot que dans celui de Lou Dort. Alors il perd pas mal de ballons mais c'est parce que voilà, on en revient sur le contexte. Je pense que vraiment Chicago c'est tellement le bazar qu'ils lui ont demandé de faire des trucs, mais enfin j'ai vu des pick and roll où c'est
où c'est Alex Caruso qui commence à diriger tout le terrain et je dis pas qu'il en est pas capable, je dis qu'il est pas capable de le faire de manière efficace et que c'est pas forcément ce que tu devrais lui demander. C'est un joueur qui est bien plus intéressant off-ball que on-ball pour moi. Et là, du coup, on en revient sur le fait que tu l'optimises peut-être pas autant que tu devrais le faire. Parce que si tu le fais jouer justement un peu off-ball en termes de cut, en termes juste de catch and shoot, etc., il va être vraiment ultra intéressant dans ton collectif. Et ouais, moi franchement, c'est un joueur que j'adore et cette saison, il est vraiment ultra impressionnant dans ce qu'il a pu faire, efficace au shoot en plus, donc top. Le truc, c'est que bon, après tu me diras, il est tellement élite que bon, il est un peu dans les esprits, on sait qu'il est bon, quoi. Mais je veux dire, c'est le genre de joueur qui ne fit pas du tout dans ce genre d'équipe en un sens, parce que c'est un peu, ouais. Je sais pas, si tu fais analogie à la con, c'est genre t'as une voiture intérieur cuir, intérieur cuir c'est Caruso, mais tu le fous dans une Renault 9, quoi. C'est c'est cool, mais ça sert à quoi d'avoir un tel role player dans une équipe qui n'est pas compétitive. Donc n'a pas forcément à ce point un moteur d'attaque qui est génial, etc. C'est presque un peu gâché, quoi, tu vois, parce que c'est le genre de role player qui peut être génialissime et te faire d'une équipe excellente une équipe d'ultra élite, quoi, grosso modo. Ouais. Et là t'as un peu ce truc de presque un peu sous-utilisé dans une équipe qui est juste bonne, quoi, et qui aurait peut-être d'abord en priorité besoin d'autres éléments que le top 3&D de NBA. Mais oui, en plus, tu vois, l'an dernier, lui non plus n'était pas dans le classement à l'époque, et je suis content de voir que il fait une grande saison cette année. Parce qu'il a eu des problèmes de blessure aussi, hein, déjà en 2022 un peu, et en 2023, je sais pas si tu te souviens, mais il était que à 23 minutes par match, à peine, 23 minutes par match à peine l'an dernier. Et donc de facto, on l'avait pas mis dans le classement parce qu'on se disait, ok, c'est génial sur ces minutes qu'il joue, mais pourquoi est-ce qu'il joue aussi peu, quoi? C'est un peu étonnant, surtout que c'est un top défenseur dans un schéma, des schémas de Billy Donovan qui est plutôt un coach défensif. Donc pourquoi ça colle pas? Est-ce que c'est parce que l'attaque est à ce point pas viable, etc., etc. Donc en un sens, ça me fait aussi plaisir de le voir un peu rebondir totalement et retrouver un peu ce statut, ce gros minutage, et donc ce statut de c'est l'élite de l'élite des 3&D, quoi, finalement. Et tout ce qui était un peu inquiétude offensive, d'ailleurs, se sont un peu effacés, notamment avec le shoot. Alors, faudra voir sur la longueur si ça se confirme, mais ce qui avait toujours été un peu sa faiblesse, c'était le shoot. Là, il nous sort une saison à 41% à 3 points sur 5 tentatives par match. Peut-être un peu surchauffe, mais en tout cas, c'est bien de le voir notamment être efficace, mais surtout doubler son volume à 3 points. Donc ça veut dire quand même que même si l'efficacité est un peu en surchauffe, le fait qu'il en tente autant, c'est quand même un marqueur qu'il s'est amélioré au shoot, à mon avis. Et ce qui fait que c'est aussi sa première saison où il est vraiment efficace, quoi. Et moi, j'ai dit plus 6% d'efficacité relatif à la moyenne. C'est quand même génial. Donc en fait, on a un mec qui, à part la création offensive, comme tu disais, il est quand même génial un peu partout. Ouais, voilà, c'est ça. Il a pas mal de turnover, mais enfin, je suis allé checker sur ce que Basketball Référence considère comme les bad passes. C'est là où il a la grande majorité de ses turnovers, mais aussi parce que c'est compliqué de gérer le jeu à Chicago. Et c'est en fait, tout à l'heure, t'as parlé de sous-utilisation. C'est sous-utilisation dans son rôle et dans ce qu'il devrait faire. Mais de l'autre côté, je trouve que il a une surutilisation dans ce qu'il ne devrait pas faire. Et je veux dire, c'est pas un mec à qui tu donnes la balle pour, comme je t'ai dit tout à l'heure, lancer des pick and roll, parce que forcément, il va en perdre des ballons comme ça, et parce qu'il a pas non plus la créativité d'un Luka Doncic, sinon ce serait un joueur beaucoup plus intéressant que ça. Mais bien plus efficace au shoot, même s'il a perdu en efficacité au cercle, je pense que c'est parce qu'on lui demande des choses un peu différentes, mais même sur des tirs à 3 points qui sont pas dans les corners, ce qui logiquement devrait être un peu son style de tir, ceux qui sont considérés comme non-corner, il est aussi à plus de 40%. Donc c'est ça qui est fou. Alors que des fois, il prend des tirs après plusieurs dribbles. Tu vois, c'est même pas juste du catch and shoot. C'est il va poser 3, 4, 5 dribbles et il va prendre le tir en pull-up un peu. Et pourtant, il a gardé son efficacité. Enfin, il a même augmenté son efficacité. Donc en espérant que ça tienne l'année prochaine. Mais ouais, parce que là, pour le coup, s'il arrive à avoir ce niveau-là de réussite et de défense à OKC, il va jouer 30 minutes. Ça va être hyper intéressant dans ce système de jeu-là. Et pourquoi pas justement rendre un peu Lou Dort moins indispensable sur cette semaine. Ouais. C'est ce que j'avais dans ma tête, quoi. Il va probablement lui piquer quelques minutes. Et puis il y a peut-être en plus cet aspect où Lou Dort est un peu un des seuls gros contrats de taille moyenne qu'on n'a pas envie d'échanger, parce que SGA aussi, il a un gros contrat, mais t'as pas envie d'échanger, évidemment. Mais Lou Dort, ça peut être une pièce utilisée en trade, et peut-être que l'arrivée de Caruso va faire ça. Surtout que, tu vois, on parle du tir, mais il n'y a pas que ça.
pour le coup. Je trouve qu'aussi en termes de passing, en fait, c'est un excellent connecteur, comme on dit, fluidificateur de jeu. Donc ça, c'est aussi un aspect qui fait du bien à l'attaque, même si ça se voit pas forcément. Ça va pas être de la création pure, c'est pas des pick and roll, c'est pas du drive and kick, mais c'est arriver à fluidifier le jeu, amplifier les décalages, le mouvement off-ball, tout ce qui est cut, évidemment. Et d'ailleurs, pas que les cuts au panier, tu vois. Je trouve que c'est aussi un mec qui a plutôt de très bons déplacements à 3 points. Là où Lu Dort c'est plutôt les pieds dans le béton et j'attends dans le corner, ou alors j'attends à 3 points, mais voilà. Caruso, il y a tout ce qui est je suis dans le corner et puis je remonte sur l'aile, ou ce genre de petit mouvement un peu subtil qui est pas mal, quoi, en termes de lecture de jeu, QI basket. Donc on a ça, plus ce passing un peu de fluidification du jeu. Le problème, c'est les turnovers. Il y a quand même beaucoup de pertes de balles, mais parce qu'il y a une certaine prise de risque aussi dans ces passes de extra pas assez hautes parfois. Bon, il y a un peu de flair, un peu trop de créativité, un peu trop de prise de risque, justement, mais à la limite, c'est un peu gadget, ça. Mais par contre, il y a un côté défense d'élite, évidemment, quoi. Est-ce que lui n'a pas, lui, c'est l'inverse. Lui, ce que lui n'a pas en puissance et en côté, je peux défendre des très très gros puissants, quoique parfois il le fait, hein. Parfois il est placé sur Giannis, parfois il est placé sur Durant ou des mecs comme ça. Mais en fait, il arrive à performer face à des mecs plus grands parce que c'est la peste défensive, en fait. Tu vois, j'ai revu pas mal de ses actions, là. J'ai fait un podcast sur OKC il y a pas longtemps. Tu regardes défensivement, le mec, il défend des Kevin Durant, il défend des Giannis, il défend des mecs comme ça. Et comment est-ce qu'il fait pour les empêcher de tirer? Enfin, comment est-ce qu'il les défend? C'est pas, j'arrive à contester le tir d'un Durant qui est beaucoup plus haut. C'est, je l'empêche de tirer, quoi. Je suis dans son espace, je suis la peste défensive. Et Durant, il lui a fait 3-4 fois sur un même match. Durant, il essaie de monter la balle pour partir en jump shot et shooter par-dessus lui, quoi. Il peut pas, parce qu'il y a Caruso avec ses mains qui est en train qui contre la balle avant qu'il puisse la monter, quoi. Donc, là-dessus, c'est aussi un élément, navigation d'écran fabuleuse, défense on-ball fabuleuse, et le playmaking défensif. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, ce qui est fou, c'est qu'il est élite dans plusieurs domaines défensifs, enfin, sa compréhension du jeu, et c'est aussi pour ça que son pourcentage de style, il est aussi important, c'est que il arrive très bien à lire ce qui va se passer. Et ça, c'est une force folle pour un défenseur de comprendre et d'anticiper un peu. Jimmy Butler, il fait ça aussi très bien à Miami. Tu comprends vers où la balle va aller avant qu'elle parte. Et là, forcément, tu as toujours un temps d'avance sur l'attaque, et c'est aussi pour ça qu'il est si élite dans cette catégorie-là, quoi. Donc, ouais, vraiment super joueur, hein. Enfin, quand on se rappelle à l'époque quand il était aux Lakers, c'est que il voulait pas le payer, il me semble. Tu te dis, c'est vraiment con, hein, parce que pour le coup là, il serait parfait là-bas. Donc lui et KCP, c'est un peu la même histoire, hein, pour le coup. Mais, ouais, tiens, bref, justement. ne rerouons pas. Oui, transition parfaite. Bah voilà, transition parfaite. Vers le classement, je devine à cette intonation que tu comptais le mettre pas loin de KCP, alors. Bah ouais, parce qu'en fait, enfin, limite, je le mets devant parce que il fait plein de choses un peu comme KCP, mais de manière élite, au moins aussi fort. KCP, j'étais un chouïa déçu cette année. Parce que, enfin, avant, ça avait été le Factor X de Denver lors de l'année du titre, mais vraiment incroyable, quoi. C'est vraiment parfaitement tout ce que t'attends d'un 3&D. Bah là, je trouve que le meilleur 3&D, c'est Caruso qui est venu le récupérer. Alors, encore une fois, moi que j'oublie un nom là, qui me choque pas. Mais ouais, moi je peux pas le mettre derrière KCP, et pour moi il est dans ces catégories-là, tu vois, par rapport à Aaron Gordon, un peu dans le style de je vais défendre dur et je vais faire ce qu'on me demande de faire. Pour moi, Caruso, c'est exactement ça, quoi. Donc quand tu l'utilises correctement, c'est top. Donc autour de la 28e place, on a du Michael Porter, Jaden McDaniels, KCP, un peu ce groupe-là. J'avais un autre point de repère, moi. Qui était Derrick White, mais sauf que Derrick White cette année... j'étais sûr. Ouais, mais sauf qu'il est créateur cette année, Derrick White, tu vois. Bah oui, c'est pour ça que je l'ai pas mis aussi haut. Je suis d'accord. Donc ouais, c'est vrai que ça me va, mais je pense qu'il est un peu entre les deux finalement, tu vois. Il est un peu entre McDaniels, KCP qui sont sympas, mais pas à ce point. Alors McDaniels très très sympa en défense, mais pas autant en attaque. KCP peut-être un peu meilleur en attaque que McDaniels, mais aussi moins transcendant en défense parce que c'est pas le même profil physico-athlétique aussi. J'ai presque envie de le mettre au-dessus de ce groupe-là finalement. Bah tu vois, c'est pour ça que je disais Aaron Gordon, parce que oui, finalement Gordon est un peu stylé au milieu entre White et KCP. Donc ça ferait un Caruso au-dessus de Sengun, Wagner, Scottie Barnes alors. Bah de base j'avais Sengun devant, c'est dans mon classement que je t'ai dit. Mais moi j'ai aucun problème à mettre ça parce qu'effectivement Caruso fait peut-être moins de choses, mais il est bien plus élite dans ce qu'il fait. Je réfléchis, est-ce que par rapport à des créateurs type Wagner ou Sengun, est-ce que ça fait pas trop? Je suis tenté de le faire, mais ou alors tu veux qu'on descende Gordon et qu'on colle les deux? On peut, hein. Enfin, ça changera pas grand-chose, mais on peut monter un peu Franz échanger Franz et Gordon, quoi, tu vois. Donc, attends, si on fait un truc du genre, on met Gordon, on descend un peu Gordon, on colle Caruso,
et derrière Michael Porter Jr., McDaniels et KCP, un truc comme ça. Ça pourrait aller ou pas? Ouais, ça me va. Ça va. En plus, le fait que tu montes... ouais. En plus, le fait que tu montes Franz Wagner, quelqu'un qui va être content. Ça remonte un peu Franz Wagner, ouais. Ok, faisons un truc comme ça, alors autour de la 24e, 25e place. Caruso entre Gordon et Michael Porter Jr., entre les deux de Denver Nuggets. Ok, ouais, ça me va très bien, super. Faisons ça, et donc, petit quiz pour finir. Qui est sur le terrain en ce 3 janvier 2024? Oh là là, 3 janvier 2024. C'est un contre par derrière sur Jalen Brunson, sur pick and roll. Il a pas vu venir. Un contre magnifique de Caruso. Qui est sur le terrain? Es-tu capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de cette action, ce contre de Caruso sur Brunson? Caruso, du coup, déjà. Est-ce que, DeRozan était là? Oui, tout à fait. Est-ce que Lavine était encore là? Non, Lavine, c'était sa période, je boude et je fais semblant que j'ai une blessure à la cheville. Ok, d'accord, ouais, je savais plus trop quand c'était, je sais que ça a duré trop longtemps. Est-ce que Vucevic est là? Non, Vucevic n'est pas là. Donc est-ce que c'est Drummond, du coup? Non, c'est pas Drummond non plus, c'est Est-ce que c'est l'autre, je pense pas, mais est-ce que c'est l'autre sur lequel tu rigoles toujours avec Azad? Lequel? Je vois pas ce dont tu parles. Comment il s'appelle celui-là qui a un prénom hyper drôle là? Ah non, On Your Lap Beat-Him. Oui. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Je sais plus quand est-ce qu'il a joué lui cette année. Non, alors pour te dire, alors, j'ai pas le est-ce que t'as vu Friday Night Lights ou pas? Il y a très longtemps, mais oui. C'est son fils, voilà. C'est le fils du coach. C'est le fils de Coach Taylor. Est-ce que tu repères un Taylor? Il est compliqué celui-là. Un Taylor à Chicago? Non, c'était Terry Taylor. Terry Taylor qui est sur le terrain. Non, j'aurais pas trouvé. Est-ce qu'il y avait Patrick Williams? Il te manque un mec qui était la superstar des Lakers dans les années 2000. La superstar des Lakers? Une légende des Lakers. Ouais, mais alors c'est pas Kobe Bryant, mais alors... c'est Kobe Bryant, mais pas Kobe Bryant. Presque. Kobe White? Exactement, Kobe White. Ouais, ah, mais je pensais que je l'avais déjà dit, pardon. Non, mais je l'avais dans la tête, mais je pensais que j'avais déjà dit. Kobe White, DeRozan, Caruso, Terry Taylor. Et est-ce que Dosunmu? Exactement, Ayo Dosunmu. Ouais. J'aime bien, c'est un vrai bon joueur, franchement. Oui, tout à fait. En plus, c'est un nom assez cool, on peut faire des jeux de mots aussi avec Ayo. Ouais, c'est clair, ouais. Côté Knicks, alors, je rappelle, on est le 3 janvier. Est-ce que t'es deck que j'ai pas dit Torrey Craig ou pas? Non, ça va. Côté Knicks, donc il y a Brunson, 3 janvier, alors je sais plus, les blessures, je me perds à chaque fois dans le temps. Est-ce que Randall était là? Il est sur le terrain, oui, tout à fait. Ok, est-ce qu'il y a... Mitch Robinson, je sais plus quand est-ce qu'il se blesse. Est-ce qu'il était là? Non, pas Mitchell Robinson. Est-ce qu'il y a Hartenstein, du coup? Tout à fait. Il y en a un, en défense, il te promet l'enfer. L'enfer? L'enfer de... Non, j'ai pas la blague. C'est l'enfer de Dante. Dante DiVincenzo, voilà. Mais c'est lui que j'avais, mais je trouvais plus non. Tout à fait. Dante DiVincenzo, et donc il me manque l'ailier, dans l'idée. C'était, c'est quoi la date, rappelle-moi? C'était Barrett, alors? Et non, le trade s'est fait, le 3 janvier. Les trades s'est fait. Ah, je me rappelle plus quand c'était. Il a été changé contre un original gangster. Oui, je vois très bien, mais putain, les noms, j'ai vraiment du mal. Pourtant, c'est mon taf, hein, mais... Original gangster. Qu'est-ce que c'est le raccourci à chaque fois? Ah non, mais là, tu me perds. C'est OG. OG Anunoby, c'est ça. Et OG Anunoby, évidemment. Ah oui, Original Gangster. En plus, j'ai pas pensé au podcast de Udonis Haslem, la honte. Je suis déçu que t'aies pas cette référence, mais je suis encore plus déçu que t'aies pas eu l'enfer de Dante. ouais. De Dante. Mais tu vois, j'ai les joueurs, je les vois, mais je trouve plus leur nom. Est-ce que les indices te perdent pas plus qu'autre chose au final? Ouais, si, des fois, parce que du coup, je réfléchis dans une autre direction, mais mais c'est pas grave, j'aime bien les jeux de mots, donc ça passe. C'est pas grave. Tout le monde ne fonctionne pas comme moi, et en même temps, heureusement d'ailleurs. Quatrième joueur du jour, alors on peut partir sur Zion si tu veux bien. Zion, 31 minutes par match cette saison. Zion Williamson, 70 matchs, c'est notable mine de rien pour Zion. 70 matchs, 105 de true shooting plus, on en reparlera, donc plus 5% relatif à la moyenne en termes d'efficacité, sur un volume de 30% au scoring, donc gros volume d'utilisation évidemment. Et pour te lancer, on est mine de rien sur une bonne saison et seulement sa deuxième saison pleine avec les Pelicans.
Ouais, bah alors limite c'est ça qui est le plus surprenant, c'est qu'il a réussi à jouer une saison pleine. Malgré tout, j'arrive pas. C'est une bonne saison, voire très bonne en fonction de où tu mets le curseur. Mais j'arrive pas à être. J'ai une frustration quotidienne avec Zion. C'est que j'arrive pas à être pleinement satisfait ou pleinement convaincu par tout ce qu'il fait tout le temps. Je vois très bien les très grandes forces qu'il a. Ouais. Mais quelle est la part de frustration qui vient de là où il joue et de comment on le fait jouer? Parce que moi j'ai bien apprécié que cette année il soit plus créateur. Peut-être un peu moins scoreur, aussi peut-être parce qu'il a perdu en efficacité. Je veux dire, il prend quand même plus de tirs à mi-distance et il va quand même moins au cercle et il est pas forcément en réussite au cercle. Donc voilà. Le tir extérieur de toute façon il a jamais été là, mais voilà. Il est plus créateur, ça j'apprécie chez lui. Son assist pourcentage, il perd pas autant de ballons qu'avant. Ses responsabilités sont intéressantes. Je trouve que c'est un joueur qui mûrit, mais qui mûrit pas assez vite. Et je trouve que le profil qu'il a, qui est vachement intéressant, enfin moi, ce côté driver capable de porter un peu la balle, voilà, il y a pas mal de pick and roll en fait où c'est lui qui tient la balle. Tu vois, on pourrait avoir tendance à penser que ça va être lui le roller, mais en fait non. Je veux dire, il a quand même 18% de pick and roll où c'est lui qui mène, enfin le ball handler quoi. Et il est efficace là-dessus en plus. Mais je suis frustré par les Pélicans et je sens que je vais l'être encore plus cette année avec Dejounte Murray. Mais je suis frustré parce que ils le mettent pas toujours dans les meilleures conditions pour utiliser pleinement ce qu'il est capable de faire. Je parle notamment du drive et le spacing aussi, non, tu veux dire? Ouais, bah oui, bah forcément ça vient de là. Hein. Quand t'as un spacing qui est aussi difficile et que t'as un joueur qui a besoin de son drive pour être pertinent collectivement et efficace, bah, c'est pour ça que je te dis qu'avec Dejounte Murray cette année ça va encore plus m'énerver, je pense, parce que j'ai l'impression qu'ils arrivent pas à faire un choix, et je peux comprendre parce que c'est un petit marché et du coup recruter des free agents c'est compliqué, mais t'arrives pas à faire un choix de te dire voilà, mon joueur c'est Zion Williamson et je vais construire autour de lui. Et je suis frustré parce qu'ils l'optimisent pas. Donc ouais, c'est vraiment une année un peu frustrante, je trouve. Bah, c'est vrai que alors je voulais pas non plus aller totalement là-dessus et te lancer comme ça, mais j'ai envie de dire c'est pas forcément sa meilleure année en fait. Et en même temps on n'a pas eu tant que ça, hein. Des années NBA pleines avec Zion, mais c'est peut-être pas forcément sa meilleure année paradoxalement, alors que bon, après il y a aussi le truc de, tu vois, il a fait 70 matchs, plus de 2000 minutes NBA, c'est seulement la deuxième fois qu'il fait plus de 2000 minutes NBA en une saison. Bon, malheureusement, il est blessé en playoff. Donc, on a toujours un peu ce truc de toujours ces blessures, mais en un sens, il est beaucoup moins efficace qu'avant. Mais je tiens à dire de suite, il est quand même à plus 5% d'efficacité relative à la moyenne. Ouais, bien sûr. Sur un gros volume. Il est moins efficace parce qu'il était ultra efficace avant. Exactement. En fait, il part de tellement haut que même pour lui, une mauvaise année, c'est, on va en parler avec Edwards peut-être, mais c'est quand même plus efficace que la majorité des mecs qui sont à 30% d'usage, qui sont à des gros volumes. Il est quand même au-dessus de tout ça, quoi. Donc, en un sens, il est moins bon qu'avant, mais en même temps, il part de tellement haut, qu'il est quand même assez haut, même avec le résultat final, je veux dire. Et comment est-ce qu'on explique ça, le fait qu'il soit que à plus 5% plutôt qu'à plus 10, comme il arrivait à faire, notamment il y a 2 ans, hein, sa vraie, ou il y a 3 ans, pardon, sa seule vraie année. C'est aussi un peu lié à mon avis au régime de tir. Il y a le côté optimisation, tu l'as expliqué, c'est une part. L'autre côté, c'est un peu lui, mais les deux c'est un peu lié. Mais tu vois, son régime de tir, c'est clairement que panier, que panier. Alors soit des tirs directement sous le panier, soit un peu les short mi-distance comme on dit, donc un peu plus loin du panier, à 1 ou 2 mètres du panier. Mais il y a rien à part ça. C'est-à-dire il y a pas de long tir de points, pas de 3 points évidemment. Voilà, ça se passe à l'intérieur. Et le truc, c'est que on regarde un peu où est-ce qu'il a pris ses tirs dans quelle zone. Il y a un peu une évolution de ça où il prend beaucoup moins de tirs complètement sous le panier et un peu plus de short mi-distance qu'avant. Alors qu'avant, c'était vraiment que sous le panier et très peu de flotteurs. Et là, ça se rééquilibre un peu plus de short mi-distance. Et bah, forcément, c'est des tirs qui sont un peu plus lointains et donc des tirs où la réussite attendue est un peu plus basse. Donc tu regardes au niveau de l'efficacité, c'est relativement pareil qu'avant, en fait, finalement. Mais l'évolution de ce profil de tir fait que bah, il est un peu plus forcé de prendre plus de flotteurs. Et ça, je te rejoins. C'est peut-être aussi le fait que le spacing est pas bon et donc parfois il est obligé de prendre ses flotteurs à 2 mètres du panier plutôt que d'aller faire un lay-up à 100% de réussite ou un dunk à 100% de réussite au panier, quoi. Ouais, bah c'est ça, tu vois. Enfin, moi je prends en général les répartitions de tir de Cleaning the Glass. C'est ça. Ouais. Il commence en début de carrière, il a sur les short mi-distance, il a 8%, il monte à 16, il monte à 21, là il a 30%. Et finalement, tu te rends compte que même si c'est un joueur efficace, pourquoi il perd en efficacité? Parce qu'en fait, il y a 26% de ses tirs qui sont extrêmement défendus
et 61% de ses tirs qui sont très défendus. Enfin, tu vois, comme ils disent tight et very tight. Ouais. En fait, il a pas d'espace. Mais ça, c'est normal au niveau des Pélicans avec le roster que t'as, quoi. Mais c'est dommage, parce que s'il en avait un peu plus, il serait beaucoup plus efficace. Et je pense qu'il y a un peu, on a déjà parlé sur le basket lab, mais il y a un peu une mauvaise conception de ce qu'est Wes Zion. J'ai l'impression par le grand public, parce que c'est un intérieur ok de facto, mais il joue pas du tout comme intérieur. Donc tu vois, il y a tout un aspect notamment de, en fait, moi je l'ai toujours appelé intérieur de périmètre en fait depuis sa draft, parce qu'il y a un peu cette dénomination et en effet il est gros, etc. Mais il est assez petit au final. Il est quand même assez petit. Donc il y a tout un truc de panier un peu facile, de finition, de verticalité, de rôle du pick and roll qu'il a pas trop en fait, parce qu'il a pas trop la taille de faire ça. Il est pas utilisé comme ça non plus. Alors il pourrait l'être plus, on est d'accord, parce que avec il a d'autres qualités, il pourrait quand même faire des rôles d'autres manières que la verticalité. Mais il joue pas trop comme ça en fait. C'est vraiment un porteur de balle pour le coup. Et tu parlais de ces fameux pick and roll. On l'avait détaillé dans la saison durant un hebdo, mais il y a ces pick and roll qui sont très particuliers, qui sont uniques en NBA parce que c'est des pick and roll qui partent de très très proche du panier en fait. Il fait pas des pick and roll plein centre du terrain avec un spacing maximal. On lui donne des pick and roll autour de dans la mi-distance quoi. C'est des pick and roll les plus proches de NBA qu'on est d'ailleurs factuellement au niveau des stats. Où est-ce qu'il commence ces pick and roll, c'est le plus proche du panier de toute la NBA. Et parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace. Au final, c'est juste je fais 3 pas, je mets mon épaule dans le défenseur, je le dégage et puis je monte au layup quoi. Donc on a cet aspect-là, mais c'est un peu paradoxal parce que tu vois, pour moi, c'est un des meilleurs drivers de NBA en termes d'impact, en termes de création collective, en termes de unstoppable. Et pourtant, tu vois, en termes d'efficacité sur la tir en fin de drive, il est à peine dans le 57e centile. Donc, il est plutôt au niveau de la moyenne, plutôt que dans l'élite. Et je pense que, en un sens, il y a une question de spacing, où il est obligé de prendre des flotteurs plutôt que des tirs au panier. En un sens, il y a des qualités aussi de, je pense qu'il aura jamais l'efficacité et la productivité d'un Giannis parce qu'il n'y a pas les centimètres en fait. Et c'est là-dessus où je pense que le côté taille est un peu sous-estimé parfois, taille et longueur de bras. C'est que, à moins qu'il ait l'espace de prendre de l'élan et de faire des méga dunks comme on voit en transition, sur demi-terrain, c'est pas un mec si vertical que ça. Et notamment en fin de drive, il est assez lourd et donc le côté je décolle depuis un appui pour aller très haut, il le fait pas. Il peut décoller depuis 2 appuis et se balancer dans le défenseur et ça marche très bien. Un côté double prise d'appui très explosif, très très féroce finalement. Mais voilà, j'ai peut-être une mauvaise saison dans l'ensemble. Je pense pas que ce soit définitif, mais en tout cas pour cette année, on a aussi un Zion un peu légèrement décevant. Parce que il est pas à ce point élite en drive, il est pas à ce point élite en création pure et bon, il y a toujours un truc sur lequel il est élite, c'est la provocation de faute. Il est encore 4e de NBA, de toute la NBA en termes de provocation de faute, mais malgré tout, ça a quand même baissé parce il s'éloigne un peu du cercle. Mais ça, c'est logique. Ouais, tout à fait. Et qu'est-ce que tu penses du passing alors chez lui? C'est pas si mal. Je trouve qu'on en parle pas assez. Alors, il perd quand même des balles, mais pas autant qu'on pourrait le croire. Parce que vraiment, encore une fois, c'est un truc qui me frustre dans cette équipe-là, mais par rapport à ce que t'as autour et le manque de spacing complet, tu pourrais perdre beaucoup plus de balles quand t'es un créateur comme ça. Et lui, c'est pas tant le cas que ça. Et je trouve que il joue bien, même en mouvement. On parlait tout à l'heure de son scoring. Moi, c'est là où je le préfère, c'est son scoring quand il est en mouvement, que ce soit en transition, que ce soit sur ses cuts, même s'il en fait pas beaucoup, c'est là où je le préfère. Mais même son passing, je suis plutôt satisfait en fait. Et est-ce que c'est vraiment une force qu'il va avoir? Je sais pas. Encore une fois, c'est un peu, j'attends de voir sur la longueur. Mais il augmente sa quantité de passes et je trouve que il a pas forcément une plus grosse quantité de déchets. Je pense aussi que son passing est un peu sous-estimé. Et les gens parfois le voient comme un mec qui a pas trop de passing ou qui a un peu un tout droit scoring, alors qu'en fait non, il a quand même des bons instincts, il a quand même des bonnes lectures, réactivité, ça fait des kick-out, etc. Et tu vois, imagine, mets-le à la place de FGA dans le système de Casey. Ce serait excellent, quoi. Avec un peu plus de spacing, un peu plus un coach qui met tout pour le drive, tout en œuvre pour le drive. Ce serait génial. Et je fais un peu la comparaison exprès, dans le sens où, SGA, c'est un peu pareil par rapport au standard des autres superstars. SGA, il a pas un passing si créatif que ça. Mais par contre, c'est un créateur de jeu énorme parce qu'il y a ce drive qui crée le chaos, qui crée le décalage. Et à partir de ça, une fois que c'est créé, il fait la passe simple et puis derrière c'est exploité par le reste de l'attaque. Et tu vois, tu parlais du spacing, je pense que le spacing ça l'aiderait lui pour son scoring, mais ça permettrait aussi d'optimiser son passing et sa création de décalage. Tu le mets dans du spacing, il fait son drive, il y a 3 mecs qui viennent sur lui, il fait juste une passe simple, il ressort avec un bon timing et derrière si t'as un bon spacing, tu pourrais punir ça. Alors que actuellement c'est pas trop le cas. Donc c'est vrai que c'est un peu décevant et en défense aussi, je trouve que
on est quand même plutôt sur une bonne année en défense. Autant il est un peu moins efficace, on l'a dit en attaque qu'en 2021 et que à ses débuts. Autant en défense, je trouve qu'on est très loin du Zion du début qui était parfois catastrophique. Alors c'est toujours pas la folie. Et en défense, c'est plutôt un extérieur qu'un intérieur. Mais tu vois, les fameux schémas agressifs des Pelicans où on vient de très tôt dans la possession faire la rotation au panier ou ce genre de choses. On fait voilà. Il est pas mal là-dessus, je trouve. C'est pas génial, mais ça va. Ouais, c'est pas génial. Alors moi, il y a peut-être deux choses qui me dérangent. Sa protection de panier, mais ça, en fait, c'est parce que les gens aussi, comme tu l'as dit, le voient toujours comme un intérieur. Mais il est petit, donc forcément, ce sera jamais une force chez lui. Et off-ball, je trouve qu'il a encore trop d'absence. Tu vois, des fois, son mec, il va cutter, il va avoir la seconde de retard sur sa vision, et il va pas voir que le mec, il est parti. Et je trouve que là-dessus, il a encore des progrès. Je pense qu'il est capable de le faire. Hein. C'est juste que soit il est pas concentré, soit des choses comme ça, mais je pense qu'il en est capable. Mais ouais, c'est pas une mauvaise saison défensivement. Non, mais c'est pas non plus une bonne saison. Donc... Ce qui est frustrant, c'est que c'est un joueur à compromis. Mais normalement, les compromis qu'il apporte, on les accepte les yeux fermés parce que si tu l'optimises, c'est génial, quoi. Et le problème, c'est que là, on a un peu certains compromis de off-ball, il est pas très bon, en défense, parfois ça peut être moyen, etc. Et sans non plus complètement débloquer le pourquoi il y a ce compromis, l'attaque en fait. Donc c'est toujours un peu frustrant. Mais ok, alors on peut se projeter vers le classement alors. Où est-ce qu'on imagine ce très bon Zion Williamson? Moi je l'avais un peu dans les idées entre 9 et 12, tu vois, dans le clan Kyrie, dans ces eaux-là. Okay. Peut-être que je l'ai mis un peu plus haut que ce que tu pensais, mais en fait j'aime bien son profil. Et encore une fois, en fait c'est peut-être là je me plante par rapport au classement des gens, c'est que je vois le joueur comme il est dans des conditions qui lui vont. Et au Pels, ça lui va pas. Alors est-ce que du coup je l'ai mis trop haut parce que je l'imagine vraiment ultra performant dans un roster où il y a un peu de spacing. Mais par exemple par rapport à Kyrie Irving, c'est là que je le mettais, quoi. Tu te demandes si tu classes pas plus l'idée théorique géniale de Zion plutôt que la performance de facto, quoi. J'ai aucune certitude qu'il serait excellent dans un système un peu comme OKC, tu vois. Tu disais, en fait c'est pas que j'imaginerais comment il serait, c'est que je sais que s'il était là-dedans, il serait comme ça. Ouais. Enfin, pour moi, il y a aucun doute là-dessus. Et peut-être que effectivement, je le mets trop haut par rapport à ça. Non, j'étais à peu près par là aussi. J'étais à peu près par là. Et je savais pas comment gérer son cas. Je savais pas parce c'est compliqué. Pour moi, hein, le vrai Zion avec ses standards d'efficacité d'habitude et tout est bien optimisé. C'est clairement un mec qui est au niveau Booker, pour moi. Parce que je pense que la création offensive, elle peut avoir à ce point de l'impact, mais sauf que sur ce qu'on a eu concrètement, je suis d'accord qu'on peut pas aller gratter aussi haut cette année, en tout cas, en termes de position. Donc peut-être on a du Haliburton qui est 9, Gobert qui est 10, Irving qui est 11. Effectivement, Sabonis, c'était un peu mon point à pas dépasser en descendant, quoi. Donc forcément un peu au-dessus. Après, où est-ce qu'on le met là-dedans entre Gobert, Irving, Haliburton, Mitchell, je sais pas trop. La différence, en fait, pourquoi moi je l'ai mis vers Kyrie, c'est que Rudy cette année, on en remet toujours au même truc, c'est que dans ce qu'il sait faire, il a été élite. C'est vrai. Et Zion, j'étais un peu déçu de son année. C'est pour ça que je l'ai mis là. Ouais, c'est vrai. On le met entre les deux alors si tu veux, entre Gobert et Irving. On peut faire un truc comme ça. Va, très bien. Ok, ouais, parce qu'après, encore une fois, le vrai Zion, pour moi, dégage complètement Mitchell du classement, quoi. Merci, au revoir. Ouais. mais en même temps, on n'a pas eu totalement ça cette année. C'est un peu dommage, quoi. Mais on espère un jour peut-être du spacing. On espère un jour peut-être une optimisation. Ouais, mais ça, il faudrait que les Pélicans ils prennent une décision, quoi. Et là, ce qu'ils ont fait cet été, ils sont encore plus embourbés dans de là où ils étaient, quoi. Franchement, je comprends pas du tout ce choix-là. Et même par rapport à Irving, on pourrait argumenter qu'Irving fait une meilleure saison. Tu le mettais au-dessus ou en dessous, toi? Non, franchement, j'ai pas de préférence parce que c'est deux joueurs complètement différents. Vraiment, rien à voir. Mais j'avais vraiment un peu ce truc de Gobert qui fait une très bonne saison. Par rapport à Kyrie, j'ai pas de préférence. Moi, Kyrie cette année, j'ai vraiment bien aimé ce qu'il a fait. Il a pas eu de soucis hors terrain. Sportivement, c'était super. Il a bien compris ce qu'on attendait de lui et tout. Donc, j'ai pas de soucis, quoi. J'ai envie de le mettre derrière pour cette année. On peut, parce que finalement Zion on est un chouïa déçu, Kyrie on est un chouïa positif, tu vois, donc.
Ouais. Et puis, à peu près même niveau d'efficacité. L'outil tactique Irving a été quand même assez fabuleux. Bon, on est dans cette zone-là, en tout cas, grosso modo. Ouais. Ok, faisons ça. Faisons ça. Et donc, petit quiz pour finir. Nous sommes le 26 octobre. On est très tôt dans la saison, encore une fois. Ouais. Et c'est un poster dunk contre le vrai défenseur de l'année 2023. Est-ce que tu l'as en tête? Alors, si tu me dis le vrai défenseur, est-ce que tu penses à Wemby ou est-ce que tu penses à Draymond Green? Non, je parle de 2023. Ah, de 2023. Oh là, alors attends, il faut que je me remette dans le temps. J'ai vraiment des galères avec ça. 2023, c'était qui le vrai défenseur? Non, je voulais te taquiner par rapport à Bam Adebayo, mais en fait non, c'est un poster sur Jaren Jackson. C'est un poster sur Jaren Jackson, nous sommes le 26 octobre. Un poster hyper impressionnant, on vous invite à aller le voir hein, si ça vous dit, c'est pour ça qu'on fait ça. Qui est sur le terrain au moment de ce poster dunk de Zion? Alors Memphis, c'est pas gagné. Je vais commencer par les Pels. Zion du coup. Ouais. Putain, ce roster là. Est-ce qu'il y a Brandon Ingram? Oui. Je sais pas si Zion joue 4 ou 5. Est-ce qu'il y a Valanciunas ou pas? Il n'y a pas Valanciunas, mais il y a un autre intérieur parce que c'est aussi le compromis avec Zion, c'est qu'il peut pas trop assurer la défense intérieure, donc il y a forcément toujours quelqu'un à côté. Un autre pivot? Qui avait un papa NBA. Ah, Larry Nance Jr. alors. Exactement, Larry Nance Jr. Tout à fait. Ouais. J'aime bien d'ailleurs. Vraiment joueur. Est-ce qu'il y a Herbert Jones? Il n'y a pas Herb Jones, il y a l'autre. On l'a fait l'année dernière. Herb Jones. Qui a une loi à son nom. Qui a une loi à son nom. La loi en question, c'est le principe que si quelque chose peut aller mal, ça va aller mal. C'est l'autre là qui... C'est pas Marshall, c'est l'autre. Il a un très bon prénom parce que ça illustre très très bien le fait qu'il prend beaucoup de 3 points. Ah, Trey Murphy. Exactement, Trey Murphy, la loi de Murphy. Quand t'as dit loi, je pensais la loi Marshall. Ah, c'est pas mal aussi, ouais, je note l'indice, je vais le réutiliser. Et puis le dernier, c'est celui qui aide Frodon et Sam à aller emmener l'anneau dans le Mordor. Oh là, c'est bon, j'ai vu ton jeu de mots. c'est McGollum, c'est ça? Exactement, c'est la version écossaise de Gollum, c'est McGollum qui est sur le terrain. Tout à fait. Et alors côté Memphis, on va s'amuser maintenant. Oula. Bon, Jaren Jackson Jr. Oui. On est en début de saison, je rappelle. Ouais, mais pareil, dans le temps, je sais plus. Morant, il était plus là. Non, il est encore en suspension. Il est encore en suspension. Est-ce que Bane est là? Tout à fait. Desmond Bane. Lui, il était encore là. Est-ce que Steven Adams, il était encore sur le pied ou pas? Non, il a pas joué de l'année. Steven Adams. Je savais On pas. a un champion NBA d'ailleurs dans l'effectif sur le terrain. Champion NBA de 2024. Avec les Boston Celtics en intérieur. Ah oui. Ah, je vois celui-là qui, le Al Horford mais jeune. C'est ça. Qui a le même prénom que Dupont de Ligonnès, pardon pour l'indice. Xavier McDaniel. Non, j'allais dire Xavier McDaniels. N'importe quoi. Xavier. Ah, je l'ai plus. Dis-moi, je sais plus. Xavier Tillman. Tillman, c'est ça. Tillman. Ensuite, on a quelqu'un qui n'est pas champion NBA avec Boston, malheureusement. Ah, Marcus Smart, du coup. Marcus Smart, en effet, tout à fait. Est-ce que, du coup, Derrick Rose, il joue ou pas? Non, pas Derrick Rose, quelqu'un qui est dans la mare. C'est la mare La mare au canard. Et donc? Kennard? Exactement. Ouais. Exactement. Luc Kennard est sur le terrain, tout à fait. Je dois t'avouer que j'ai pensé à Lamar Odom, mais je savais que c'était pas possible. Et donc on finit avec notre 5e et dernier joueur du jour, c'est Anthony Edwards, 35 minutes de jeu par match en moyenne, 79 matchs, 99 de true shooting plus, donc moins 1% d'efficacité relatif à la moyenne qu'on fixe à 100, moins 1% par rapport à la moyenne sur 32% d'usage de volume de responsabilité. Pour te lancer, on est juste sur une saison excellente de la part de Edwards. Ouais, excellente, et comme tu l'as dit, malgré le fait qu'il soit un peu en dessous de la moyenne en termes d'efficacité. Mais ça, encore une fois, on est dans le contexte où c'est un joueur qui a besoin aussi de driver, d'aller au cercle, et avec les deux grands à l'intérieur, c'est plus compliqué, même si Towns s'y permet de tirer un peu le jeu. Mais ouais, une saison folle, un peu une saison d'explosion. Il a bien compris ce qu'on attendait de lui offensivement. Moi, vraiment, c'est défensivement que je l'ai vu passer un cap. Puis là, on l'a même vu pendant les JO, hein. Le niveau qu'il était capable d'avoir de ce côté-là du terrain, c'est fou. Evan Fournier, il disait lui-même dans l'interview que il s'attendait à avoir Jrue Holiday sur la tête. Il a pris Anthony Edwards et il était tout aussi choqué. Non, vraiment un joueur
qui n'est pas encore une fois utilisé dans les meilleures conditions dans lesquelles il devrait être, mais malgré tout ça, il fait une saison absolument folle. Et si Minnesota ils sont à ce classement-là, bien sûr il y a le côté défensif avec Rudy Gobert, mais il y a le côté offensif avec Anthony Edwards qui perd un peu d'efficacité parce qu'il est dans l'obligation de prendre des tirs dans la grande majorité compliqués. Mais ça, c'est... Voilà, il y peut rien, quoi. Bah, c'est vrai que on est un peu sur la saison de l'explosion pour moi, mais paradoxalement, je pense que très peu de gens le voient comme ça parce que, en fait, il était déjà projeté très très bon. J'ai l'impression dans le consensus collectif. Et je trouve ça un peu dommage en un sens parce que bah, du coup l'an dernier on disait que j'étais un peu pessimiste sur lui, mais c'est juste que je trouve qu'on lui rend pas crédit, on rend pas hommage au progrès conséquent qu'il a fait cette année, à mon sens. Ouais. C'est un peu là-dessus où je pense que l'an dernier, moi j'étais plus bas que la moyenne et je pense qu'il était moins fort que ce qu'il était déjà vu, alors que cette année on a des progrès conséquents dans plein de domaines du jeu. Tu vois, t'as parlé de la défense, mais il y a aussi le passing, il y a aussi le drive. Ouais. En fait, il s'est vraiment amélioré partout. Donc là-dessus, on a vraiment affaire, je trouve, à un joueur qui est très très bon comparé à l'an dernier où on était quand même un peu plus dans la moyenne des stars, on va dire, grosso modo. Ouais. Alors que cette année, c'est vrai qu'il y a pas mal de... La défense, tu vois, c'est un cas, un exemple assez symbolique de... On est passé d'un mec qui avait des flashs très intéressants à quelqu'un qui est un vrai bon défenseur un peu tout le temps, en fait, maintenant. Alors, il y a des petites erreurs par-ci par-là, mais je veux dire, rien de scandaleux. Alors qu'avant, c'était plutôt l'inverse de, c'était pas top en général, mais parfois une action ou deux, où j'exagère un peu, mais on a un peu ce processus-là de défense qui est élite et qui fait partie de cette défense élite. Le passing également. Je trouve qu'on est passé d'un mec qui parfois faisait un peu de driving kick, parfois faisait ce genre de choses, à aujourd'hui quelqu'un qui fait de meilleures passes, en fait beaucoup plus. Et je trouve aussi à un niveau de... Alors ça fait partie du QI basket, mais aussi un niveau de manipulation de défense un peu plus élevé qu'avant, et y compris donc dans son scoring, tu vois. J'ai des souvenirs, là j'ai vu récemment de matchs contre les Spurs où il fait une possession, Wemby fait un truc et du coup la possession d'après il s'ajuste et il fait le contre-move. Voilà, que des petits exemples comme ça qui ne sont pas, ça se voit pas dans les passes, ça se voit pas dans les assists, mais c'est un peu du QI basket, quoi. Et ça se voit aussi au final dans le scoring. Après c'est vrai que bon, il y a un côté efficacité qui va être plus bas que d'autres superstars, même si on est grosso modo au niveau de la moyenne. Mais c'est toujours un peu dommage parce que l'autre aspect où il a beaucoup progressé, c'est au niveau du drive, où tu vois, il est rentré dans le top 10, alors que l'an dernier, il était plutôt dans la moyenne des gros drivers, donc plutôt, je sais pas combien il y avait, je crois que c'était 30e sur 50 ou un truc comme ça, tu vois, l'an dernier, un peu moyenne haute, même peut-être un peu plus que ça. Aujourd'hui, il est top 10 des gros drivers de NBA. Et dès qu'il veut faire un drive, on voit que ça marche, et ça marche hyper bien, hein. Top 10 efficacité en fin de drive. Mais c'est vrai que de l'autre côté, il a aussi un régime de tir qui tire tout ça vers le bas, quoi. En termes de beaucoup de long tir à 2 points où il est pas mal, mais pas la zone Kevin Durant, quoi. Tu vois, il est 40%, 39-40%, il est pas 50% comme Durant ou DeRozan. Et au-delà des longs tirs à 2 points, c'est surtout les pull-ups aussi. Les pull-ups à 3 points. Il adore les pull-ups à 3 points. Il en prend 4,5 par match. Il les met à 33% d'efficacité. Donc il y a toujours un peu cette frustration pour moi à la base, il part d'un top 10 driver de NBA, tu pourrais te dire, en termes d'efficacité générale, ça va être génial. Et en fait, non, parce que il y a toujours un peu un régime de tir compliqué, mais toi, t'as l'air de dire que tu mets ça plutôt sur le dos du spacing et du contexte que sur lui-même, alors. Ouais, parce que, non, c'est pour ça que j'ai rajouté un peu discrètement à la fin. Au début, j'avais dit, c'est pas de sa faute, mais si quand même un petit peu, parce que finalement, les tirs, c'est lui qui les prend. Et comme t'as dit, il a débloqué un peu cette capacité à comprendre le terrain. Et donc je pense que du coup, il peut quand même s'améliorer dans les tirs qu'il prend. Voilà, il est quasiment à 50% de pull-up, c'est énorme. Et à 3 points, c'est 23% de ses pull-up, quoi. Donc c'est vraiment un truc de fou. Et en fait, tu te rends compte que dans ses tirs, c'est énormément après 3, 4, 5, 6, voire 7 dribbles. Il y en a beaucoup. Et encore une fois, c'est un mec qui est hyper athlétique, donc il pourrait faire d'autres choses. Tu vois, en transition, il a quand même 18% de transition, il est efficace, pick and roll, il est efficace, ISO, il est efficace, en cut, pour moi, c'est un joueur qui est intelligent, qui pourrait ça. Mais c'est pas toujours ce que le système lui permet, parce que forcément, quand t'as Rudy Gobert qui est là, même si Rudy joue plus dans les rotations avec Mike Conley, hein, c'est plus ça. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que du coup, Anthony Edwards, il peut profiter un peu du fait que Towns soit plus vers la ligne à 3 points. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est un des meilleurs drivers en termes d'efficacité. Alors, il en a moins que Ja Morant, mais il est efficace dans ces idées-là de mec, quand il va au cercle, il va apporter quelque chose. Que ce soit un panier
que ce soit la faute ou que ce soit les deux. Des fois, ça peut arriver panier avec la faute. Et ça, c'est vraiment un truc sur lequel il doit pas bosser parce qu'il est déjà capable de le faire, mais voilà, il doit plus réfléchir à quel type de tir il prend. Parce que s'il arrive à gagner un petit peu en efficacité, ça va devenir vraiment un joueur qui pose problème parce que, comme tu l'as dit, en termes de passes, il a vraiment progressé. Donc, ça devient un des meilleurs joueurs NBA quand même, hein. Enfin, pas top 5, mais voilà, il est pas si loin que ça maintenant. Au niveau des drives, donc il y a le chiffre brut, c'est 1,25 points par tir en fin de drive, donc c'est 9e de NBA, parmi les gros volumes, ceux qui sont à plus de 10 drives par match, donc il y a que des Luka Doncic, Giannis, LeBron, SGA, voilà, des mecs comme ça un peu devant lui, mais voilà, l'an dernier il était plutôt au milieu du pack, et l'année d'avant il était plutôt en dessous de la moyenne. Donc pour dire, c'est pour ça, il y a toujours un truc de, il a toujours de suite été vu très très bon, je trouve, Edwards, alors que si on part de ce principe qui déjà en soi est un peu faux, on rend pas hommage à quel point il fait des progrès, je trouve. Ouais, c'est un peu dommage de faire ça. Tu sais, ça me rappelle Jaylen Brown, qui à une époque était mauvais, à l'époque où il signe son contrat, et puis sauf que les fans de Boston disent non, il est très bon, et donc quand pour de vrai il est devenu très bon, bah, ils ont juste continué à dire il est très bon, et ils ont pas rendu hommage à quel point le Brown c'est un exemple de progrès assez conséquent et qui n'arrive pas tout le temps, quoi, pour le coup. Mais bon, bref, fin de la parenthèse. Mais je sais plus si c'est, parce que j'ai écouté plein de podcasts, je sais plus si c'est toi qui disais ça dans un de tes podcasts ou si c'est quelqu'un d'autre, mais qui parlait du fait que, en fait, le MIP, il aurait très bien pu venir à Edwards parce que sa progression. Oui, c'est moi, oui. Ouais, d'accord. Ça, donc je me suis pas planté. Mais parce qu'effectivement, sa progression entre les deux saisons est visible. Et c'est pas parce qu'avant il était très bon qu'il a pas une vraie progression entre les deux saisons, quoi. Oui, pour moi, il a plus progressé, lui, dans le jeu, que Maxey, qui pour le coup fait juste la même chose mais sur plus de volume, quoi, tu vois. Moi je l'aurais donné à lui, hein, Edwards. Après c'est bon, comment est-ce qu'on donne le MIP aussi, c'est une certaine philosophie, mais c'est pareil. Stephen Curry entre 2015 et 2016, pour moi il était dans la conversation au MIP. Alors personne ne l'a donné parce que l'année d'avant il est déjà MVP. mais concrètement les progrès qu'il avait fait étaient incroyables. Donc on peut progresser à tout niveau. Et bon, là où il a progressé aussi, c'est la capacité à tirer des fautes, tu vois. On commence un peu à se rapprocher du domaine d'élite. Alors on n'est pas totalement encore zone prime James Harden, Butler ou des mecs comme ça, mais on est remonté sur le shooting foul percentage à 14%. Voilà, les plus hauts sont à 20%, autour des 20%. On est pas mal, quoi. On est pas mal et c'est bien, mais c'est toujours un peu cette frustration de, tu pars de tellement haut en termes de drive que, pour moi, il fait partie de cette all, la all no jump shot, tu vois. C'est-à-dire que c'est un mec, si on lui enlevait le pull-up, je pense qu'il serait peut-être pas all NBA, mais il pourrait être all-star. Parce que, encore all-star, si on lui enlevait totalement le pull-up, parce qu'il peut être tellement dévastateur. Et bon, c'est bien qu'il ait le pull-up, évidemment, parce que ça en fait un joueur complet, etc., mais je pense qu'il y a un aspect aussi qui est assez inhérent à son jeu. Je comprends un peu ce que tu dis par rapport au contexte et je suis un peu d'accord, mais parfois on surestime, je trouve, un peu trop l'influence du contexte sur les choix d'un joueur. Où voilà, en fait, les joueurs sont aussi ceux qu'ils sont. Et en termes de prise de décision, Edwards, on a vu que il est comme ça depuis le début. C'était les mêmes critiques l'année numéro 3, l'année numéro 2, c'était les mêmes critiques à la fac, c'était les mêmes critiques au lycée. Le mec aime bien les pull-ups, quoi, un peu à l'ancienne. C'est un mec des années 2000, hein, Anthony Edwards, hein, qui fantasme un peu sur le pull-up à 2 points de Kobe Bryant, de Jordan, etc., quoi. Il a un peu ce profil-là. Ce qui lui fait perdre des points en termes d'efficacité, parce que c'est pas scandaleux, on parle pas d'un joueur inefficace, il est au niveau de la moyenne, c'est très bien. C'est juste que, tu vois, t'as toutes les autres superstars qui, sur un tel volume, sont pas au niveau de la moyenne, mais vont taper des, plus 3, plus 4%, plus 5, plus 8, plus 10, etc., etc. Et si vous êtes Curry ou Jokic, vous allez à plus 20, ou LeBron. mais voilà, il y a un peu cette frustration, je trouve, et d'un autre côté, à l'inverse, j'étais moins critique que beaucoup par rapport aux playoffs et la série contre Dallas, parce que il y avait vraiment zéro espace pour lui. Donc là-dessus, la série, pour le coup, il pouvait pas faire grand-chose. Et je crois que j'en avais parlé, mais pour moi, la seule différence entre Edwards et Tatum, c'est que Tatum, finalement, il avait des shooters autour de lui, en finale. Alors que Edwards, il les avait pas. Mais je dis ça aussi pourquoi? Parce que, ok, le spacing, il a explosé, c'est revenu, ils se le sont pris en pleine gueule en playoff, parce que Dallas a fait des schémas très agressifs contre ça. Ok. Mais tu vois, en saison régulière, je trouve pas que le spacing était si cata que ça, hein, moi, personnellement, au Timberwolves. Malgré les Twin Towers, je trouve que quand même il y avait pas mal d'espace, donc je mettrais quand même pas ça sur le dos, le côté il va pas beaucoup au panier, je le mettrais pas complètement sur le dos du spacing, parce que en saison c'était pas si mal que ça, mine de rien, quoi. Ouais, je suis d'accord, j'ai peut-être un peu abusé de ce côté-là. En plus, comme je te disais, il joue beaucoup avec Towns plus qu'avec Rudy, donc effectivement, en plus sur ces minutes-là, il y a pas du tout cette excuse-là du spacing, donc un peu, mais pas des tonnes, quoi. Oui, voilà. Mais je veux dire, effectivement, c'est pas Boston, mais je suis d'accord avec toi, c'est pas les Pels non plus, quoi. Il a progressé aussi au lancer, que ce soit en allant en chercher ou en efficacité.
Et ça, pour le coup, c'est important aussi parce que finalement, ligne des lancers, comme tu le dis tout le temps, c'est là où tu récupères le plus de points facilement et de manière plus efficace. Donc ça, c'est une bonne force aussi de sa part de progresser là-dedans, quoi. Oh, d'ailleurs, on n'a pas trop détaillé sur la défense. Enfin, tu l'as fait un peu, mais défense qui peut être d'élite on-ball et qui est déjà, je dirais pas encore fantastique ou quoi que ce soit, mais quand il veut, il peut apporter ce côté protection de panier depuis l'aile, depuis le poste derrière, ce que ne sont pas capables de faire beaucoup de joueurs. Donc d'un côté, il y a des erreurs off-ball, parfois d'inattention ou autre, des imprécisions, on peut appeler ça. De l'autre côté, il y a aussi parfois ce côté apport défensif en deuxième rideau, défense off-ball. Mais ok. Eh bien, on peut aller vers le classement et c'est là que vont commencer les problèmes. Où est-ce qu'on le projette alors dans ce classement? Moi, je l'ai mis devant Devin Booker. Ok. En fait, je le vois pas devant Tatum. Pour moi, je peux pas. Mais en même temps, je le vois pas derrière Mitchell. Ok. Donc les problèmes commencent. Non, moi j'étais plus bas. Hein. J'étais plus bas, mais je savais pas à quelle hauteur. Je savais pas à quelle hauteur j'étais plus bas. Ok. Pour moi, idéalement, j'aurais bien aimé le coller à Zion en fait. Ok. Mais par rapport à Rudy, tu le mets derrière Rudy dans ta tête. En fait, c'est tout mon problème, c'est que mon problème, je sais pas trop comment juger Gobert contre Edwards, parce que voilà, l'identité des Wolves, c'est quand même largement la défense, et la défense elle est aussi largement bonne aussi parce que Gobert. Alors, il y a des pièces en plus, mais je veux dire, je trouve que la défense est plus dépendante de Gobert que l'attaque ne l'est de Edwards, quoi. Tu vois, c'est là-dessus où moi je mets quand même un peu des malus par rapport à Tatum, Booker ou Mitchell, et même à Liberton, c'est que pour moi ces mecs-là sont un peu les dépositaires du jeu, de leur attaque au moins. Je suis pas sûr qu'Edwards le soit à ce point. Donc je sais absolument pas comment faire gérer ce cas. mais tu vois, par rapport à Mitchell, tu mettrais Mitchell devant Edwards. C'est mon problème, c'est pour ça que je me disais, est-ce qu'il faudrait pas remonter Gobert? Mais parce que Mitchell par rapport à Edwards, pour moi, il y a bataille, ouais. D'accord. Ok. Ah, mais c'est marrant parce que dans ma tête, je voyais Edwards devant parce que si tu prends le côté défensif, créateur, Mitchell, il fait une belle saison, mais il est pas non plus à 110, tu vois, de true shooting plus. Et c'est vrai. En fait, je voyais pas trop de différence offensive qui peut permettre la vraie différence défensive pour le coup. Je trouve qu'il y a quand même plus d'efficacité chez Mitchell, plus de polyvalence, mais parfois il est vraiment le dépositaire du jeu. Alors pas toute l'année, mais il y a un peu ce côté parfois un peu plus héliocentrique de Mitchell en termes de passe, et c'est lui qui est le système, quoi. Edwards, j'ai pas l'impression que c'est totalement lui le système offensif, mais après à quel point est-ce que ça peut être rattrapé par la défense, en effet. Ça peut s'argumenter, mais tu vois, pareil, à Liberton, les Pacers, l'attaque des Pacers, c'est aussi lui, quoi. Ah oui, bon, ça c'est clair. Pas totalement, on en a parlé, pas totalement, mais quand même, quoi. Donc je t'avoue que je suis perdu, je sais pas trop. Et je sais pas. Je sais pas du tout. Après c'est juste que moi moi dans ma réflexion, et c'est peut-être là où on diffère, c'est que j'estime beaucoup plus le fait d'avoir peut-être moins de points faibles, je parle notamment défensivement, par rapport à Mitchell et à Liberton, tu vois. En fait c'est pour ça que moi dans ma tête j'étais c'est plus facile de faire entre guillemets avec Edwards parce que t'auras moins de problèmes de ce côté-là du terrain, et offensivement il y a peut-être moins de différence, donc c'est pour ça que j'avais réfléchi comme ça. Après non, mais tu vois, si on compare Edwards et Zion, les deux sont des mecs à 30% d'usage. Il y en a un qui est au niveau de la moyenne, il y en a un qui est carrément à plus 5%, quoi. Alors ok, Zion par rapport à ses standards c'est moins bon, mais et Edwards peut faire plus de choses, il peut faire des pull-ups, etc. Ok, mais sur le résultat final, au final Zion est quand même largement plus productif, quoi. Et je sais pas, tu vois, moi j'étais plutôt zone Zion Irving, mais non, je comprends. Alors je peux aussi on peut évacuer ça aussi de suite. Pour moi, tout ce qui est Tatum, Booker, pour moi c'est au-dessus, un peu nettement. Booker j'étais pas sûr, mais Tatum j'avais pas aucun doute là-dessus. Ouais, pour moi, à mon échelle, je pense que Booker est quand même nettement au-dessus. Mais tu vois, moi j'ai toujours aussi les questions de défense où je trouvais que Booker pouvait faire encore mieux, mais je comprends. Après, il y a aussi ce truc que, à l'échelle individuelle des extérieurs, la défense est quand même moins un séparateur pour moi. Tu vois, la défense intérieure est importante, donc si t'as un pivot qui est bon versus pas bon, pour moi, ça peut avoir des répercussions énormes. Par contre, j'ai pas trop envie que ce soit le différentiel, la défense extérieure entre un Mitchell, Booker ou alors un Edwards. Mais non, mais alors, ok, on va dire que j'ai pas de souci, on peut le mettre à Gobert, hein. Puis en même temps, ça fait les deux Wolves ensemble, tu le mets juste derrière Gobert et puis.
Bah moi là-bas je voulais le mettre avec Zion, un peu collé, avec Irving. Mais... Non mais t'as raison, peut-être on va couper en deux, soyons justes. Sinon tu mets, on annule ce qu'on a fait tout à l'heure, tu mets Rudy, en dessous tu mets Edwards, Zion et Kyrie. Non, on peut le mettre avec Gobert, alors au-dessus de Gobert, et en dessous de Mitchell Haliburton alors. Ok, ça marche. Mettons-le là, et on va voir à quel point je me fais insulter. Bon, non, pas forcément, hein. Pas forcément. Peut-être moi, hein. Bah, pour l'instant, on verra les retours des autres intervenants. Heureusement, il en reste 10 derrière, donc on verra ce qu'ils disent. C'est un classement vivant, donc on pourra totalement le changer. D'ailleurs, on n'arrête pas de le changer, tu vois bien. Mais... Puis de toute façon, on sait très bien que l'épisode bonus, après, t'as Zad qui va venir et qui va dire faut monter Franz Wagner. On sait, hein, de toute façon, le classement, il va bouger. Ouais, qui va essayer. Il va essayer. Après, non, ouais. Ok, bah mettons-le là. Mais effectivement, la fourchette haute peut aller jusqu'à Booker chez moi. J'envisage ça, selon comment on pondère la défense, la palette, etc. Mais c'est vrai que Tatum, pour moi, c'est impossible de le mettre au-dessus. Enfin, aujourd'hui, pour moi, c'est inimaginable. Quoi. On est d'accord. Ok. Bon, je suis pas satisfait, mais je suis satisfait de rien de toute façon. Je sais pas où le mettre, donc je sais pas. C'est pas pour me couvrir, c'est juste que je sais pas où le mettre. Vraiment, je sais pas du tout où le mettre. Mais c'est un joueur qui est voilà, qui tiraille comme ça. Enfin, je veux dire, même quand il joue, des fois, tu te dis pourquoi tu fais ça. Et enfin, t'es jamais. Il procure des émotions, peu importe dans le sens quelles émotions, dans quel sens ça va. Mais t'es toujours en questionnement avec ce joueur-là. C'est ça qui est bien aussi, je trouve. Après, tu sais quoi ? Je pense allez, on le fait gratter une place. On le met au-dessus d'Haliburton, parce qu'Haliburton n'a pas une saison pleine. Il a même une deuxième partie de saison. Il a joué pour avoir les bonus All-NBA, les critères de match. Mais c'est vrai que elle est pas top la fin de saison d'Haliburton. Donc, allez, ok, on le fait gratter une place. On le met entre Mitchell et Haliburton. Ok, ça marche. Ça te va ? C'est vendu. Faisons comme ça. Peut-être je me suis épargné 2 commentaires ou 3 d'insultes. non, je blague, je plaisante évidemment. Je plaisante. De toute façon, vu la gueule de mon classement, ça se voit que je fais pas ça en fonction des commentaires. Ouais, c'est clair. Parce que l'an dernier, j'avais des Draymond top 15 et tout. Bref, nous sommes le 19 mars, petit quiz pour finir, 19 mars 2024. Et c'est évidemment action marquante de la saison, tu t'en souviens, le méga dunk contre John Collins, évidemment. Donc, kické sur le terrain au moment de ce méga dunk de Anthony Edwards, où il a grimpé, escaladé, il est allé au-dessus, il a fait un jump par-dessus, il a pris le petit déj par-dessus John Collins, kické sur le terrain à ce moment-là. Monstre dunk, et ça a dû lui faire bizarre à John Collins d'être de l'autre côté. Oui. Alors je vais commencer par les Wolves parce que j'ai bien regardé cette année. Est-ce qu'il y a, il y a forcément Anthony Edwards. Est-ce qu'il y a 4? Il n'y a pas 4 sur le terrain, non. C'est le banc. Est-ce qu'il y a Rudy Gobert? Non plus. Si c'est le banc? Non. Kyle Anderson. Exactement. Kyle Anderson est là. Du coup, s'il n'y a pas Rudy, est-ce qu'il y a Naz Reid? Il n'y a pas Naz Reid, non. Ouh. Il n'y a pas Naz Reid. C'est Anderson qui joue en 5? Oui. Non. Ensuite, il y a un autre joueur, c'est quelque chose, le nom du joueur, or never. Or never. Tu connais l'expression anglaise or never. C'est maintenant ou jamais. Ouais, now or never. Oui, comment il s'appelle, le cousin de Shai? Nickel Alexander Walker. Exactement. Nickel Alexander Walker, ouais. Tout à fait. Est-ce qu'il y a Mike Conley? Non, il reste 2 difficiles, pour le coup, c'est le quiz un peu difficile. Donc il n'y a pas McDaniels non plus alors? Il n'y a pas McDaniels. Le meneur, c'est un ancien meneur gestionnaire qui est arrivé en buyout, je crois, de Détroit, qui avait commencé à Denver, qui était passé par Washington. Denver? Un des maîtres du assist turnover ratio. Il y a des jumeaux qui s'appellent comme ça en NBA aussi. D'ailleurs, qui sont passés par chez toi. Monté-Maurice. Exactement, Monté-Maurice. Frère Maurice, ouais. Tout à fait, c'est le 3e frère. Et puis le dernier, tu l'auras pas. Si tu l'auras pas de tête, mais je peux te le faire deviner tout de même parce qu'il est connu, mais on oublie qu'il est passé par là à ce moment-là. C'est le mec avec qui Jimmy Butler voulait se bagarrer à chaque fois. Avec qui il voulait se bagarrer là-bas? C'était Karl Anthony Towns, ça. Non. Quand il était à Miami, je crois que c'est dans la bulle notamment. Ah oui, si. Attends, l'ancien d'Indiana là. Exactement. Ah oui, non mais je vois très bien. Qui a été blessé pendant 2 ans. Il y avait une candidate à la présidence des États-Unis qui s'appelait comme ça. Son prénom c'était Elizabeth. Ça te dit rien, tu suis pas l'actualité. Politique. Comme c'est la période en ce moment. Américaine, non. Ouais, mais j'ai assez avec la politique française aussi. Punaise, mais je vois très bien, mais j'ai pas le nom.
Le prénom c'est TJ. TJ Warren. Et oui, exactement, TJ Warren. Le fils d'Elizabeth Warren. Non, pas du tout. Oui, mais non, TJ Warren, oui, 11 matchs cette saison. 11 matchs à peine chez les Wolves. Et qui était là au moment de ce dunk. Donc, petit fun fact. Et côté Utah, alors, pour finir. Ah oui, putain, j'ai oublié. Est-ce qu'il y a... il y a John Collins, du coup. Est-ce qu'il y a Markkanen? Il n'y a pas Markkanen, non. Est-ce qu'il y a Sexton? Exactement, Sexton. Ok. Est-ce qu'il y a... Il y a le meneur tanking. Dès qu'on l'a retiré, Utah, ça jouait bien. Et comme ça jouait trop bien, on l'a remis. Comme ça, on a pu tanker un peu sur la fin de saison. Je dis peut-être une énorme bêtise, mais l'ancien qui a joué aux Lakers. Exactement. C'est lui. Exactement. THG, mais alors... C'est ça, Talen Horton-Tucker, oui. Je te l'accorde. Voilà, merci. Il y a un autre meneur qui est beaucoup plus jeune, un rookie, très prometteur d'ailleurs. Keyonte George. Exactement, Keyonte George, tout à fait. Et puis le dernier sur le terrain, c'est le meilleur guitariste de l'histoire. Et ce n'est pas Georges Brassens, donc c'est le deuxième meilleur guitariste de l'histoire, pardon. C'est pas Georges Brassens, non. C'est qui le meilleur guitariste de l'histoire? Jimi Hendrix, ouais, mais Tyler Hendrix, c'est pas exactement, Tyler Hendrix, tout à fait, le rookie Tyler Hendrix qui est sur le terrain. Et donc on finit avec le quiz compliqué, hein, t'as vu, entre TJ Warren, Monte Morris. Ouais, mais c'est pas grave. Non, mais juste des problèmes avec les noms. Hein. J'ai trop d'autres noms dans la tête, donc. Mais non, mais j'aime bien. Après, ça fait partie du jeu. Des fois, tu fais des sporkles, c'est où tu essaies de faire les rosters des mecs et tout ça. Mais... Je me demande si au final mes indices te perdent pas plus qu'autre chose. Je crois que t'es le mec qui est le plus affecté négativement par les indices de la série pour l'instant. Ou alors c'est moi qui fais des très mauvais indices aussi. Bref, donc récapitulons un peu ce classement. On a parlé aujourd'hui de Anthony Edwards qu'on a inséré entre Mitchell et Haliburton. On a inséré également Zion Williamson un peu plus bas entre Irving et Sabonis autour de la 11e place. On a parlé de Alperen Sengun qu'on a inséré autour de la 25e place entre Franz Wagner et Scottie Barnes. Alex Caruso juste en dessous également entre Aaron Gordon et Michael Porter Jr. autour de la 27e place au final. Et puis Lou Dort tout en fin de classement qui actuellement est autour de la 45e place. Du coup, si je ne dis pas de bêtises, entre Aaron Nesmith et DeAndre Hunter, il flirte avec le groupe qui va peut-être sauter si on rajoute des noms à la place. Donc voilà pour Lou Dort. Voilà pour le 5 du jour. En tout cas, je te remercie Simon d'être passé sur le Basket Lab et sur la Syllab encore une fois. Bah avec grand plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voici pour déjà la moitié de ce top 100, il nous reste plus que 10 jours, plus que 10 épisodes, et puis on arrivera déjà à la fin. Bon, pour le coup, c'est vrai que le cas Anthony Edwards, je sais pas trop quoi en faire, hein. Vraiment, je suis un peu perdu, donc n'hésitez pas à venir sur le Discord en discuter. C'est un cas, je trouve assez particulier, mais bref, pas mal de difficultés aujourd'hui avec finalement une cuvée assez homogène, hein, pour le coup. Mais bref, et donc la prochaine fois, c'est l'épisode numéro 11, déjà on entame la deuxième moitié, épisode numéro 11 de la Syllab, le top 100 avec Bam Adebayo, Kate Cunningham, compliqué aussi, Fred VanVleet, Tobias Harris et Jalen Williams. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à Simon d'être passé sur le Basket Lab, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.